Alors, je m'appelle Marc Zafran, j'ai été médecin de famille en France de 1983 à 2008. Je vis au Québec depuis 2009. Je suis devenu un écrivain publié, enfin j'ai toujours écrit, j'ai travaillé dans la presse médicale, j'ai travaillé pour différentes choses et j'ai été publié en tant que romancier à partir de 1989 sous le pseudonyme de Martin Winkler. Il y a un certain nombre de mes livres qui ont rencontré un assez franc succès, y compris ici, en particulier La maladie de Saxe et Le cœur des femmes plus récemment. Le cœur des femmes, je l'ai écrit au Québec. L'une de mes comment dirais-je, spécialités en tant que médecin, c'est que j'ai travaillé dans un centre de planification, centre d'orthogénie pendant 25 ans. Et donc je me suis beaucoup penché sur la santé des femmes parce que je travaillais dans un centre de santé des femmes. Et je me suis aussi beaucoup penché sur les questions de maltraitance médicale envers les patients, parce que c'est quelque chose que j'avais rencontré évidemment quand j'étais étudiant en médecine, la maltraitance à l'intérieur de l'hôpital entre les professionnels de santé eux-mêmes et des professionnels de santé vers les patients. Et tout récemment, à la suite du cœur des femmes, à la suite d'un livre que j'ai publié au Québec qui s'appelle Le patient et le médecin, qui est publié aux Presses universitaires de Montréal, une éditrice française m'a demandé d'écrire un livre sur la maltraitance médicale en France, qui est paru donc il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, qui s'appelle Les Brutes en blanc, la maltraitance médicale en France. Le titre a beaucoup choqué, a beaucoup fait réagir, mais depuis sa publication en octobre, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a en particulier un livre sur la maltraitance envers les professionnels de santé en formation, qui s'appelle Omerta sur l'hôpital, qui est sorti et qui était un travail tout à fait indépendant. Je ne connaissais pas l'auteur, je l'ai rencontré depuis la sortie de son livre. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur les maltraitances en général. Il y a beaucoup d'articles et de blogs qui parlent de maltraitance médicale, en particulier envers les femmes, pas seulement, mais en particulier envers les femmes, parce que les situations de consultation des femmes sont des situations qui sont à risque de maltraitance de la part des professionnels de santé. Donc quand on m'a demandé de participer à ce séminaire, le sujet s'est un peu imposé, c'est-à-dire comment est-ce qu'un médecin peut devenir maltraitant ? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a de la maltraitance médicale, il faut essayer effectivement de comprendre comment cette maltraitance médicale peut apparaître. Ce que je vais vous présenter est un panorama. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu, parce qu'il y a de nombreux facteurs que j'aborde de façon rapide, qui mériteraient d'être explorés. Si vous voulez par exemple savoir comment les étudiants en médecine sont maltraités, ça peut être probablement transposé à beaucoup de pays, comment ils sont maltraités, comment les étudiants en sciences infirmières sont maltraités en France, je vous donnerai la référence, je vous renvoie au livre de Valérie Oslander qui s'appelle donc Omerta à l'hôpital, qui en parle à partir de témoignages et qui le fait de façon extrêmement scientifique, extrêmement rigoureuse. Alors, la première question que je voudrais aborder, qui est une question relativement simple en apparence, c'est comment un médecin peut-il devenir maltraitant ? D'abord, qu'est-ce que c'est que soigner ? Alors, soigner, il y a une définition de dictionnaire, soigner au sens médical du terme, procurer des soins médicaux en vue de rétablir la santé de quelqu'un. Et puis, moi j'ai une définition personnelle qui est une définition opérante, si vous voulez. Un soignant, c'est quelqu'un qui fait en sorte que le patient se sente mieux après l'avoir vu qu'avant. Ou en tout cas qu'il se sente moins mal. Et c'est une définition qui peut vous paraître, qui peut vous paraître surprenante, parce que je pars du principe que la personne qui dit s'il y a eu du soin, c'est pas le professionnel, c'est le patient. Un patient peut parfaitement considérer qu'il n'a pas été soigné en sortant d'une entrevue avec un professionnel de santé. Or, l'essentiel, c'est quand même ce qu'il ressent. C'est pas ce que le professionnel croit avoir délivré. Parce que si c'est ce que le professionnel croit avoir délivré, à ce moment-là, ça reste encore toujours de la responsabilité du professionnel de nommer ce qui fait du bien à l'autre. Et nous savons que ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors, par ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un soignant ?
parmi les soignants, on va dire, ce sont des professionnels formés pour soigner. Je ne parle pas des soignants naturels qui peuvent être le compagnon de quelqu'un qui est malade, bien entendu. Je parle des professionnels. Évidemment, ça peut aller dans toutes les directions. C'est-à-dire, vous avez les soignants, ce qu'on appelle ici les préposés aux bénéficiaires. Vous avez des infirmiers et des infirmières, des sages-femmes, des médecins, des psychothérapeutes, des physiothérapeutes. Dans la catégorie des médecins, évidemment, il y a énormément de variantes, puisqu'il y a des spécialisations multiples. Mais on doit partir du principe que comme tous les médecins sont formés de la même manière, ils sont formés au moins pour soigner. Personnellement, je pense qu'une grande amélioration de la formation des professionnels de santé serait de faire un tronc commun entre infirmières, sages-femmes et médecins, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent devenir médecins soient d'abord infirmiers ou infirmières, et qu'ensuite, soit ils décident d'être infirmiers ou infirmières spécialisées, soit ils décident d'être sage-femme, soit ils décident d'être médecin, et qu'ils le fassent en passant un certain nombre de tests ou d'évaluations qui permettent de voir s'ils sont en mesure de le devenir. Parce que je pense que la formation centrale, qui est de délivrer des soins, devrait être la même pour tout le monde. Dans les faits, en France en particulier, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les infirmières sont formées d'un côté, les infirmiers et les infirmières sont formés d'un côté, les sages-femmes de l'autre, et les médecins dans un troisième endroit. Et l'une des causes de la maltraitance vient du fait qu'il y a des confusions, justement. C'est-à-dire que, comme précisément les rôles entre tous les professionnels de santé ne sont pas bien définis, et qu'on ne se met pas d'accord, tout le monde, sur ce que c'est que le soin, et sur le fait que tous les professionnels de santé devraient être capables de délivrer des soins, et après de savoir définir quels soins ils délivrent, comme en fait tout ça est fondé non pas sur une définition initiale du soin et des besoins des patients, mais sur une définition qui est souvent extrêmement ancienne, extrêmement archaïque, de filières professionnelles et qui ont beaucoup à voir avec le statut antérieur. Autrefois, il y a, disons, un peu plus de 200 ans, il n'y avait pas de médecins femmes. Tous les médecins étaient des hommes et les infirmières étaient toutes des femmes. C'est seulement l'émancipation des femmes progressivement qui a permis à certaines femmes de faire des études de médecine, même à la fin du 19e siècle, où ça a commencé, c'était très très compliqué pour une femme de devenir médecin. Donc cette séparation, elle n'était pas du tout, comment dirais-je, basée sur les capacités personnelles à devenir médecin ou pas, elles étaient fondées sur des critères sociaux et sur des critères de sexisme validés par la société. Quelles sont les qualités et compétences d'une soignante, d'un soignant ? Je fais une liste non exhaustive pour vous montrer qu'on peut trouver des compétences, on peut rechercher des compétences dans plusieurs aspects. Il y a évidemment les connaissances scientifiques actualisées, parce que si vos connaissances scientifiques datent de 20 ans, évidemment, vous n'êtes plus compétent. Il y a un savoir-faire régulièrement entretenu. C'est pareil, un chirurgien de la main qui n'opérerait pas demain pendant 3 ans, il perd sa compétence. Il faut qu'il recommence à apprendre. Il y a les aptitudes relationnelles. Ça, c'est très important parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On a tendance à penser finalement que, et on entend souvent des patients dire, bon, ce médecin, il n'est pas très communicatif, il est un peu bourru, il est assez désagréable, mais il doit être compétent. Je postule que non. Je postule que la compétence doit comprendre, la compétence de soignant professionnel doit comprendre les aptitudes relationnelles. Qu'un professionnel de santé qui ne communique pas ne peut pas être compétent, pour une raison extrêmement simple, on le verra quand on reviendra au principe de bioéthique. Donner toutes les informations de façon à obtenir un consentement éclairé ou à permettre une décision éclairée de la part du patient, ça nécessite des aptitudes de communication. Si vous n'êtes pas capable de communiquer de manière correcte avec un patient, en lui donnant les informations, sans lui faire peur, sans que ce soit du jargon, en lui donnant le temps d'y réfléchir, en répondant à ses questions, vous ne faites pas votre travail de professionnel de santé. Par conséquent, un professionnel de santé qui n'a pas d'aptitude relationnelle et de communication n'est pas compétent. Je sais que c'est une posture qui est une posture relativement, comment dirais-je, radicale pour un certain nombre de gens. Il y a des gens qui pensent que non, on peut être un très bon médecin sans être bon relationnellement. Et je dis, non, vous pouvez être un bon technicien de la chirurgie de la main, mais vous n'êtes pas un bon médecin et vous n'êtes pas un bon soignant.
Il y a évidemment ensuite des choses qui sont un peu plus, comment dirais-je, subjectives, mais enfin, qui peuvent se tester. Il y a la capacité à l'empathie. L'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité et l'aptitude de chacun à se mettre à la place de la personne en face de lui. Et c'est nécessaire quand on est médecin de se mettre à la place de la personne en face de soi, ou en moins d'essayer de voir les choses du point de vue du patient. Par exemple, si un patient dit « je veux être sorti lundi », il ne suffit pas de lui dire « non monsieur, vous ne pouvez pas sortir lundi parce qu'il y a des examens à faire ». Il faut lui poser la question « pourquoi est-ce que vous voulez être sorti lundi ?» Parce qu'il a peut-être une raison tout à fait triviale de vouloir sortir lundi, et ça rentre en ligne de compte dans ses décisions, tout simplement parce que sa vie, par exemple, ne cesse pas quand il rentre à l'hôpital. Ses contraintes matérielles ne cessent pas quand il rentre à l'hôpital. Ses relations avec le reste du monde ne cessent pas quand il rentre à l'hôpital. Elles ne cessent pas quand il rentre dans le cabinet du médecin. D'où la nécessité de l'empathie. L'altruisme, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. L'altruisme, c'est la capacité de faire pour quelqu'un d'autre quelque chose qui nous coûte, et qui ne sera pas immédiatement, comment dirais-je, gratifié de retour. L'altruisme, tel qu'on le décrit, c'est quelqu'un tombe dans l'eau, vous vous plongez derrière lui et vous allez le chercher. C'est-à-dire que ça vous coûte au moins le prix du nettoyage de vos vêtements. Au pire, vous pouvez y perdre la vie. Mais vous le faites sans rétribution possible, puisque de toute façon, vous allez ramener la personne sur la rive, elle ne va pas vous donner $1 million. Vous le faites parce que vous voulez lui sauver la vie. C'est ça l'altruisme. Évidemment, l'altruisme, ce n'est pas forcément faire quelque chose d'aussi important que ça, mais c'est une compétence qui est très importante pour les médecins parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, les médecins sont le plus souvent issus de classes sociales qui sont plutôt favorisées. Comme ils ont les mêmes préjugés que tout le monde, ils ont tendance plutôt à soigner des gens qui viennent des mêmes classes qu'eux, ou qui viennent de la même ethnie, ou qui viennent du même milieu culturel, ou qui ont la même expression linguistique, etc. Et ça demande un effort supplémentaire de s'occuper de gens qui ne sont pas dans le même cadre de référence que nous. Par exemple, quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Par exemple, ça demande un effort de soigner des femmes quand on est un homme. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est obligé de se fonder sur ce que les personnes qui sont en face de nous nous disent et qu'on ne pourra jamais expérimenter soi. Et être altruiste, c'est se dire, oui, j'accepte de m'occuper de personnes qui sont différentes de moi, sans en tirer un bénéfice, sans en tirer un profit particulier, tout simplement, autre que celui d'être payé, parce que je dois être payé pour le travail que je fais. Il y a l'aptitude à travailler avec les autres, ça me paraît aller de soi. Il est évident qu'un bon soignant, en principe, doit pouvoir travailler avec les autres professionnels qui sont au même niveau que lui et échanger avec eux. S'il n'échange pas, de toute façon, il ne fait pas le travail. La capacité à se remettre en question. Ça rejoint ce qu'on disait à propos des connaissances scientifiques ou du savoir-faire régulièrement entretenu, c'est-à-dire que vous êtes obligé de remettre en question ce que vous savez ou ce que vous croyez, parce que des fois, ce que vous croyez savoir, c'est ce que vous croyez, c'est pas ce que vous savez. Et vous êtes obligé de remettre en cause aussi votre aptitude à faire quelque chose. Si vous êtes chirurgien et que vous vous mettez à trembler parce que vous avez un tremblement qui est peut-être pas très grave mais qui est gênant, vous êtes obligé de vous remettre en cause en disant peut-être qu'il faut que je prenne 3 semaines pour savoir ce que c'est que ce tremblement avant de continuer à opérer. Et évidemment, il y a l'aptitude à affronter l'incertitude et l'inconnu, qui est souvent extrêmement contradictoire avec la médecine, parce que en formation médicale, très souvent, on demande aux étudiants en médecine, sauf dans les programmes les plus avancés où on leur apprend à faire face à l'inconnu et à l'incertitude, on leur demande d'être certains, de prendre des décisions comme ça, et puis d'être sûr de ce qu'ils font. Alors que personne ne peut être sûr de ce qu'il fait. Alors, non seulement il faut des qualités et compétences très précises, et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, je suis sûr que vous pourriez penser à d'autres compétences qui sont nécessaires pour être un bon professionnel de santé, mais en plus, chaque professionnel de santé peut avoir, dans son comportement ou sa perception, des biais. Alors, quels sont les biais qui s'exercent sur un soignant ou une soignante? Encore une fois, c'est non exhaustif. Évidemment, il y a les privilèges innés. Je suis un homme blanc, j'ai des privilèges qui ne sont pas ceux d'une femme de couleur venant d'une autre ethnie. Et évidemment, ça conditionne non seulement la façon dont je me comporte vis-à-vis des autres, mais ça conditionne aussi la façon dont les autres me voient. Donc c'est un privilège. Enfin, ça peut être un homme blanc est un privilège. Il y a d'autres situations qui ne le sont pas, mais être un homme blanc est un privilège. En tant que médecin, c'est un privilège dont je n'ai pas pris conscience pendant très longtemps.
D'abord parce que je vivais dans un milieu dans lequel tout le monde était blanc. Je n'ai commencé à en prendre conscience que quand j'ai commencé à travailler avec des femmes migrantes ou des femmes tchétchènes qui venaient pour demander une contraception ou des femmes qui venaient d'un autre pays et où non seulement elles ne parlaient pas ma langue, mais en plus j'étais un homme, ce qui posait des problèmes pour les examiner quand elles avaient des consultations gynécologiques à faire. Et deuxièmement, j'étais blanc alors qu'elles ne l'étaient pas. Il y a ensuite des privilèges acquis, évidemment, parce que le genre, l'ethnie, le milieu socio-économique d'origine, ça on n'y peut rien, on est là où on est. Mais les privilèges acquis, qui sont la maîtrise de la langue et les codes sociaux, les diplômes, les réseaux. Il est bien évident que certains découlent, les privilèges acquis, certains d'entre eux découlent des privilèges innés. Hein. On n'a pas les mêmes réseaux quand on est un homme blanc qui vient d'un milieu favorisé que quand on est une femme noire qui vient d'un milieu défavorisé. C'est pas la même chose. Les diplômes, la maîtrise de la langue et des codes sociaux, c'est pareil. Ces privilèges, ils s'inscrivent aussi et ils teintent la façon dont le professionnel va travailler. Ils teintent aussi la façon dont le professionnel va être engagé. Je n'ai pas besoin de vous apprendre qu'il y a des préjugés d'embauche qui sont fondés sur le sexe, qui sont fondés sur le nom. C'est beaucoup moins vrai ici, mais ça existe quand même. C'est beaucoup plus vrai en France, par exemple, où la couleur de la peau, le nom de famille de la personne, son genre, rentre en ligne de compte dans les embauches, y compris dans les professions de santé. Y compris dans les professions de santé. Il y a évidemment les croyances religieuses et les valeurs morales. Ça, c'est un biais, inévitablement. Je ne regarderai pas le monde de la même manière si j'étais issu d'une famille catholique pratiquante. Moi, je suis issu d'une famille juive à moitié pratiquante, pas orthodoxe, libérale, comme on dit. Donc, j'ai une perception, et j'ai pas du tout la même conception des choses qu'un médecin issu d'une famille juive orthodoxe. L'autre jour, j'ai eu un débat il y a 6 mois, j'ai eu un débat avec un médecin musulman et un médecin juif orthodoxe sur la fin de vie et l'assistance médicale à mourir. Inutile de vous dire que j'étais celui des trois, le seul, qui était pour l'assistance médicale à mourir. Les deux autres ne l'étaient pas. Et ils avaient des arguments qui étaient tout à fait respectables et corrects. Mais c'était inévitablement, induit par nos origines et nos croyances personnelles respectives. Il y a le coup, les appétences personnelles. Manuel, voilà. Si je suis plutôt un manuel, je vais plutôt faire de la pratique médicale dans laquelle je vais trifouiller, tripoter, réparer, etc. Si je suis plutôt un intellectuel, je vais plutôt choisir une spécialité qui va être quelque chose qui va correspondre à mon état d'esprit. C'est un biais, parce que inévitablement, je ne vais pas regarder une intervention chirurgicale de la même manière, selon que je suis plutôt porté vers le manuel, la chirurgie, l'interventionnisme, selon que je suis plutôt porté vers la réflexion. Je ne vais pas la regarder de la même manière selon que je suis un homme ou une femme. Par exemple, ça fait très longtemps qu'on sait que lorsqu'il s'agit, par exemple, de traiter des femmes qui ont des hémorragies gynécologiques liées, par exemple, à des fibromes, c'est-à-dire il ne s'agit pas de cancer, il s'agit de lésions qui sont des lésions bénignes, qui peuvent être enlevées individuellement. On peut enlever le fibrome seul. Eh bien, les chirurgiens femmes opèrent de manière plus conservatrice, c'est-à-dire en enlevant les fibromes seuls, que les chirurgiens hommes qui ont tendance plutôt à faire sauter tout l'utérus, comme ils disent. C'est l'expression qu'ils utilisent. Par conséquent, le genre du chirurgien intervient dans la façon dont ils vont soigner la gynécologie de façon conservatrice ou non. Et là, on est bien dans des biais qui sont des biais, comme ça. La spécialisation, c'est aussi un biais. Il est bien évident que si je choisis, par exemple, de ne m'intéresser qu'aux personnes qui ont des maladies neurologiques, je crée une sorte de tunnel dans lequel je ne vais voir, et je ne vais penser qu'en fonction de symptômes neurologiques. J'ai vu ça à de nombreuses reprises, par exemple, des patientes. Il y a un problème qui fait beaucoup de bruit en ce moment en France, c'est le problème de la dépakine. La dépakine est un médicament antiépileptique qui est donné aux patients et aux patientes épileptiques. Et entre 2006 et 2014, alors qu'en 2006, les institutions de sécurité sanitaire ont dit qu'il ne fallait pas donner de dépakine aux femmes enceintes, depuis 2006, entre 2006 et 2014, il y a eu 14 000 femmes enceintes en France qui ont été exposées à la dépakine. Par qui ? Par les neurologues.
Pourquoi? Parce que les neurologues, quand ils sont face à une personne, et que c'est une femme, ils ne pensent jamais que cette femme, elle peut être enceinte. Ça ne rentre pas dans leur mode de pensée. Je l'avais vu moi auparavant avec des femmes qui venaient avec des grossesses alors qu'elles prenaient une contraception hormonale, tout simplement parce que le neurologue avait changé leur traitement, parce que j'avais fait attention à ça, ils avaient changé leur traitement antiépileptique sans leur demander si elles étaient sous anticonceptionnels et sans tenir compte du fait que le médicament qu'ils leur mettaient était ce qu'on appelle un inhibiteur enzymatique qui annulait les effets de la pilule. Et elles se retrouvaient non seulement enceintes, mais en plus exposant leur fœtus à des antiépileptiques qui n'étaient pas forcément bienfaisants. Donc la spécialisation, c'est un biais énorme. Parce que, encore une fois, quand on se spécialise beaucoup sur le plan du soin, on ne voit plus et on ne pense plus qu'en fonction de ce qu'on connaît. On ne pense plus aux autres. Au point même d'annuler le fait qu'un patient peut être une patiente et que cette patiente, elle a une vie en dehors de la consultation neurologique. Et que même une patiente épileptique peut vouloir être enceinte. Ou ne pas vouloir être enceinte. Évidemment, il y a le statut, la réputation, la renommée. Ça, c'est des choses qui sont plus aléatoires, mais c'est un biais. Quand vous avez un statut, une réputation, une renommée, qu'est-ce qu'on fait de vous? On va faire de vous un expert, et vous allez être, comment dirais-je, abordé par des gens qui vont vous demander de faire l'expert. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui. Et évidemment, le type de réputation, de statut et de renommée va attirer des invitations et des sollicitations différentes selon le type de statut que vous avez. Parce que si vous êtes un médecin hospitalier, universitaire, avec un grand statut, une grande renommée, que vous avez beaucoup d'influence sur la recherche, sur l'enseignement et sur le soin, vous allez être sollicité par des gens qui vont vouloir vous faire prescrire des choses qui les intéressent. Donc vous allez être beaucoup sollicité par exemple par l'industrie pharmaceutique. On va y revenir. Moi, je ne suis jamais invité par l'industrie pharmaceutique, je me demande pourquoi. Enfin, je ne me demande pas pourquoi, je sais, mais... Le mode d'exercice, c'est le mode de rémunération. Évidemment, choisir, quand on est un médecin libéral, choisir l'endroit où on va s'installer, c'est pas neutre. Si vous décidez de vous installer dans un quartier populaire, vous n'aurez pas les mêmes patients que si vous décidez de vous installer dans un quartier qui est un quartier où des gens plutôt aisés vivent. Et le mode de rémunération, encore une fois, tout dépend, en France c'est vrai, mais ici c'est un peu aussi la même chose, tout dépend comment vous faites payer les gens. Qu'est-ce que vous cotez dans vos actes? Quels sont les gestes que vous décidez de faire ou que vous refusez de faire? L'autre jour, je suis allé me faire retirer une kératose, enfin un truc du visage qui m'embêtait un peu parce que d'abord c'était pas beau, puis ensuite j'arrêtais pas de me gratter. Je suis allé chez la dermatologue qui m'a dit « Je peux vous le retirer, mais c'est pas pris en charge par la RAMQ, donc ça va vous coûter 40$. » Ça va, j'ai 40$. Je peux payer 40$ pour qu'elle me retire ma kératose. Moi, je les ai. Il y a des gens qui ne les ont pas. Il est bien évident que ça conditionne complètement le type de soins qu'elle va donner et le type de personne à qui elle va donner ses soins. Même si ça paraît très mineur, parce que c'est 40$, ça peut être beaucoup plus pour des choses beaucoup plus compliquées. Et puis, il y a les conflits d'intérêts, bien entendu. Alors, on va revenir sur les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, il y en a de différentes sortes. Il y a des conflits d'intérêts qui sont des conflits d'intérêts intérieurs, émotionnels, personnels. Par exemple, il y a un conflit d'intérêts qui est un conflit d'intérêts tout simple, c'est que je dois en même temps, moi en tant que médecin, je dois en même temps prendre soin de moi et prendre soin par exemple de mon environnement familial. Si j'ai un conjoint, une conjointe, si j'ai des enfants, je vais être tiraillé entre les deux. Quel temps je passe avec l'un, quel temps je passe avec l'autre. Et je peux justifier le fait que je passe beaucoup de temps à soigner des patients parce que je veux gagner beaucoup d'argent pour m'occuper de ma famille, etc., etc. On est donc tiraillé. Et puis en même temps, évidemment, quand on est soignant, c'est un statut qui est un statut gratifiant. On a envie de soigner son estime de soi, ses ambitions. On le fait, on lutte contre l'anxiété. On a des sentiments de culpabilité, d'obligation avec lesquels on doit jongler en permanence. Donc, c'est pas de tourpeau d'être soignant. Il y a des conflits d'intérêts professionnels. Alors, le statut, la carrière, dans un milieu qui est un milieu, compétitif, il est bien évident que quand il y a un petit nombre de postes et qu'on est en compétition avec d'autres professionnels pour avoir le poste, forcément,
il va y en avoir qui seront récompensés, d'autres pas. Ça amène parfois à avoir des comportements qui ne sont pas forcément des comportements très corrects sur le plan moral. Il y a aussi le comportement professionnel lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que je valide ma compétence, comment est-ce que je construis ma réputation. Je peux valider ma compétence en rendant les meilleurs soins possibles et disponibles, mais je peux aussi la valider, par exemple, en publiant des articles qui sont faux, ou en faisant des choses qui sont parfaitement inacceptables. Il y a les exemples de médecins, enfin je me souviens, j'avais écrit un roman policier dans lequel un spécialiste du cancer du sein, en fait, s'était taillé une réputation en inventant des faux cancers du sein chez les patientes qu'il voyait, en les opérant et en les guérissant. Évidemment, puisqu'elles n'avaient pas de cancer du sein. Et juste au moment où le roman policier allait paraître, il y a eu un article qui est paru sur un scientifique d'Afrique du Sud qui avait fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il avait falsifié ses résultats pour dire, voilà, ma méthode thérapeutique soigne plus de femmes du cancer du sein, mais en fait, les cas avaient été inventés. Et ça avait induit le mode de comportement de dizaines d'équipes dans le monde, parce qu'ils avaient dit, ah bah oui, s'il fait comme ça que ça va mieux, bah on va faire comme lui. Alors sa réputation avait augmenté beaucoup, mais à quel prix? J'ai des conflits, mais il y avait donc un conflit d'intérêts. C'est est-ce que je m'occupe de moi ou est-ce que je m'occupe de la vérité? Il y a évidemment les conflits d'intérêts avec les autres professionnels. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que si j'ai un mentor, qui est un mentor à qui je fais confiance, qui m'a appris presque tout ce que je sais, jusqu'à quel point est-ce que, enfin, à partir de quand est-ce que je peux lui dire je ne suis pas d'accord? Et pour ceci, je vous raconte une histoire. Un jour, je suis dans un groupe de médecins et je me plains du fait, quand ça se passe en France, je me plains du fait qu'on ne soigne pas bien la douleur chez le patient en France. Et alors les gens protestent en disant mais c'est pas vrai, on la soigne très bien. À ce moment-là, il y a un type qui lève la main qui dit non, je suis là pour... Et c'est un chirurgien, il lève la main, un gastro-entérologue. Il lève la main, il dit non, je suis d'accord avec lui, on ne soigne pas la douleur, je viens de me faire un examen, une arthroscopie du genou, c'est pas très compliqué, une arthroscopie du genou, on m'a fait une anesthésie locale, j'ai rien senti, mais 2 heures après l'anesthésie locale, là j'ai commencé à dérouiller, j'étais en clinique, j'ai appelé l'infirmière, je lui ai dit donnez-moi quelque chose pour pas avoir mal. L'infirmière m'a dit non, l'anesthésiste m'a pas donné de recommandation, je peux rien vous donner. Et j'ai donc été obligé, dit-il, d'envoyer ma femme à la pharmacie en bas, m'acheter de quoi calmer ma douleur. Par conséquent, effectivement, on ne soigne pas bien la douleur en France, et il ajoute, et je l'avais bien mérité. Et là je dis mais pourquoi dites-vous une chose pareille? Il dit ben voilà, je suis gastro-entérologue. Ça fait 20 ans que je fais des colonoscopies. Vous savez ce que c'est une colonoscopie? On prend un grand tube, on remonte par l'anus pour explorer tout le côlon avec le tube. Pendant 10 ans, j'ai fait des colonoscopies sans anesthésie. Puis alors, le patient souffrait, moi aussi je souffrais parce que je n'étais pas content de lui faire mal. Je souffrais moins, mais je souffrais quand même. Moralement, il souffrait à chaque colonoscopie. Il dit, et donc, j'ai demandé à l'anesthésiste de la clinique où je travaillais, est-ce qu'on ne peut pas les endormir? Il dit, oui, on peut leur faire une anesthésie légère, ils ne sentiront rien. Et il dit, depuis 10 ans, je fais mes colonoscopies avec une anesthésie, une neuroleptanalgésie, comme ils disent. Je dis, mais pourquoi est-ce que ça vous a pris 10 ans pour penser à ça? Et il m'a répondu, figurez-vous que je me suis posé la question et je n'ai trouvé qu'une seule réponse, c'est parce que j'avais appris à faire comme ça. Donc le poids, on va y revenir, le poids de l'influence des pairs, des mentors, des collègues, est très important dans le comportement des médecins. C'est-à-dire que les médecins se comportent comme ça parce que non seulement leur mentor a dit qu'il fallait faire comme ça, mais leurs confrères leur disent qu'il faut faire comme ça. Exemple personnel, à partir du début des années 90, parce que je savais qu'il n'y avait aucune objection à le faire, je proposais aux patientes qui me demandaient une contraception et qui n'avaient jamais été enceintes, qui n'avaient jamais eu d'enfant, de leur poser un dispositif intra-utérin, un stérilet, au cuivre. À l'époque, il y avait que le stérilet au cuivre. En France, c'était considéré comme un tabou. On ne posait pas de stérilet aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfant. D'où vient ce tabou, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'était un tabou. Et quand mes confrères de la maternité, parce que j'étais médecin dans une toute petite unité dans une maternité, quand mes confrères ont appris que je faisais ça,
Ils m'ont engueulé en me disant, mais tu te rends pas compte, les femmes, elles vont te faire des procès après. Je dis, attends, je ne sais pas pourquoi les femmes me feraient des procès pour leur avoir posé une méthode qu'elles ont acceptée, qu'elles ont demandée, et puis qui les satisfait. En général, on proteste quand les gens ne sont pas contents. Mais, bon. Mais ils étaient dans cette idée. Alors, et je leur ai dit, voilà la documentation internationale sur le sujet, j'invente rien. C'est l'OMS, les Anglais, les Américains, les Scandinaves, etc., ils vous disent on peut poser des stérilés à des femmes de moins de 20 ans qui n'ont jamais eu d'enfant. Il faut juste s'assurer qu'elles n'ont pas eu une infection sexuellement transmissible sur le col à ce moment-là. C'est tout. Et au besoin, même, vous faites le prélèvement, vous posez le stérilet, vous lui donnez un traitement, et si le prélèvement revient positif, vous lui prolongez le traitement 15 jours. De toute façon, ça ne changera rien. Et devant les évidences scientifiques, médecine basée sur les évidences, ils continuaient à dire non, 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 ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une dépendance et dans un conflit d'intérêts qui était un conflit d'intérêts moral. Je ne peux pas aller contre ce qu'on m'a appris. Ce qui pose évidemment problème quand vous vous souvenez qu'il faut quand même maintenir sa formation à jour. Et puis, il y a aussi ce dont on a parlé tout à l'heure, la sélection des patients. À partir du moment où vous décidez de ne soigner que certains types de patients, forcément, vous en tirez des bénéfices qui ne sont pas partagés par les patients eux-mêmes. Puisque vous désélectionnez. Alors, il y a un grand truc que je cite dans mon livre en ce moment, en France, c'est le fait que un certain nombre de médecins, il y a des patients qui ont ce qu'on appelle l'aide médicale gratuite. Enfin, c'est... Hein, non, enfin, il y a un système de prise en charge des soins pour des patients qui sont des patients qui sont démunis, tout simplement. Et en fait, ils présentent une sorte de bordereau au médecin, et le médecin l'envoie, et c'est la sécurité sociale qui le paye, c'est pas le patient qui le paye. Et il y a des médecins qui ont donné comme instruction à leur secrétaire de poser la question au patient, est-ce que vous êtes à l'AME? Et si ils répondent oui, eh bien on leur donne rendez-vous dans 6, 8, 9 mois. S'ils disent non, on leur donne rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois et demi. Pourquoi? Parce que ça leur évite de faire de la paperasse, ça leur évite de voir des patients, entre guillemets, qu'ils ne veulent pas voir, parce que c'est des patients qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Ça leur permet d'avoir de l'argent qui rentre tout de suite. Et puis, évidemment, il y a des conflits d'intérêts qui sont plus, moraux. Encore une fois, les valeurs propres peuvent interférer avec le patient qui est en face de vous. Une femme qui vient vous demander de la diriger vers un centre d'interruption de grossesse, si vous êtes opposé à l'IVG, forcément, c'est un conflit moral. Ça peut arriver même à des gens qui pensent n'avoir aucun conflit moral. Je vous donne un exemple, et c'est complètement psychologique. Un jour, j'étais au centre d'interruption de grossesse, je faisais des IVG à toutes les femmes qui venaient, qui se présentaient pour leur demander. Et un jour, une femme de 40 ans vient me voir en me disant « C'est mon premier mariage, c'est ma première grossesse, c'est la première grossesse et le premier mariage de mon mari. Mais franchement, des jumeaux, je peux pas. » Et je venais d'avoir des jumeaux. Et ma première réaction intérieure, c'était de lui dire bon. Comme j'avais un peu travaillé sur le sujet déjà, parce que je participais à des groupes Baline, je me suis absolument pas exprimé comme ça. Je lui ai dit bon, très bien, madame, votre raison est votre raison. Vous n'étiez pas obligé de me donner une raison, parce que de toute façon, vous n'avez pas à justifier que vous demandiez une interruption de grossesse. Par conséquent, c'est tout à fait correct. Et ça n'a aucune incidence sur le fait que vous aurez votre interruption de grossesse ou pas. Je me suis posé la question, est-ce que je confie l'interruption de grossesse à quelqu'un d'autre, puisque moi, ça m'a un peu chatouillé sur les bords, ou est-ce que je la fais moi? J'ai fini par conclure que non, j'allais la faire moi, parce que moralement, je n'avais pas de problème. Je savais que c'était purement émotionnel, ma réaction, c'était pas moral. Elle n'a pas moins le droit d'interrompre sa grossesse s'il y en a deux que s'il y en a un. C'est la même chose, elle ne veut pas de cette grossesse. Puis deuxièmement, j'avais appris aussi que les motifs exposés par les patients pour demander quelque chose ne sont pas forcément les vrais motifs. Ça peut être le motif apparent qui leur vient le plus facilement. Ça peut être tout simplement, finalement, j'ai 40 ou 42 ans, j'ai pas très envie d'être enceinte et d'être mère, et j'ai cherché pendant plusieurs semaines comment j'allais pouvoir expliquer ça à mon mari, et là, j'ai une explication possible,
qui peut à la rigueur être acceptable pour lui aussi. Vous voyez? Donc il est bien évident que les valeurs que le professionnel affiche, ou que le professionnel contient en dedans de lui, y compris si c'est un professionnel a priori bienveillant dans la situation donnée, peuvent interférer. Et il m'a fallu faire un petit travail de réflexion quand même pour justement ne pas avoir un comportement qui aurait été insultant ou maltraitant avec cette femme. Il y a évidemment les valeurs du groupe social. Hein. Faire des IVG dans une société dans laquelle c'est autorisé, c'est pas la même chose que faire des IVG dans une société où ça l'est pas. Il y a les valeurs de la profession. Encore une fois, c'est plus valorisant quand on est en gynécologie, c'est plus valorisant de dire « moi, je fais des enfants aux femmes qui ne peuvent pas en avoir » que de dire « moi, j'interromps les grossesses des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants » ou « je fais des ligatures de trompe aux femmes qui ne veulent pas du tout avoir d'enfants ». Et sur le plan de la valeur de la valorisation de la profession, c'est pas du tout la même chose, y compris dans les médias, etc. Et puis, il y a les valeurs des patients, bien entendu. Les valeurs des patients qui peuvent être complètement en porte-à-faux avec ce que moi-même je défends et qui peuvent me mettre en difficulté. Ça peut être, on va revenir aux cas un peu extrêmes, mais enfin qui sont toujours les mêmes, ça peut être le patient qui refuse de se soigner parce qu'il dit « bah non, bah d'accord, j'ai un cancer au stade terminal, mais ça va ». Et ça peut être très très difficile pour un certain nombre de professionnels. Alors, un petit rappel sur les principes d'éthique du soin, quand même, j'ai fait ma maîtrise de bioéthique ici, il faut que je montre que j'ai appris quelque chose. Les principes d'éthique du soin sont simples, hein. Il y en a beaucoup, mais enfin, les 4 principes élémentaires, c'est bienfaisance, il faut que je sois en position de vouloir faire du bien au patient. La non-malfaisance, d'abord ne pas nuire, primum non nocere. D'abord, il ne faut pas que je lui fasse de mal. Ne pas lui faire de mal, ça peut être, avant de faire quoi que ce soit, j'attends et je regarde ce qui se passe. Le respect de l'autonomie du patient, c'est-à-dire que le patient est un individu autonome face à moi. C'est quand même lui qui prend, c'est toujours lui qui prend ses décisions. S'il est en mesure de les prendre, c'est à lui de les prendre. C'est pas à moi de les prendre pour lui. Je peux lui donner les différentes options pour qu'il prenne ce qu'on appelle une décision éclairée, mais ce n'est pas moi qui décide à sa place. Et en dessous, il y a évidemment le respect de la confidentialité. L'exemple que je donnais aux étudiants en médecine quand j'étais encore en France, c'est vous êtes médecin dans un centre d'IVG, vous venez de faire une IVG à une femme, un coup de téléphone, un homme vous dit « Est-ce que vous avez vu ma femme ce matin ?» Et vous devez lui répondre « Je ne peux pas vous répondre. » Même s'il sait. Hein, la confidentialité, c'est que vous ne savez pas qui est en face au bout du fil, et vous savez qui vous avez vu, mais vous ne devez pas le mentionner. Bon, par exemple. Il y a évidemment le libre choix par le patient des décisions, enfin des soins ou des examens qu'on va lui faire. Il y a évidemment l'obligation d'information. On ne peut pas présumer qu'un patient est autonome si on ne l'a pas informé. Si on ne l'a pas informé pleinement. Et l'informer pleinement, ce n'est pas forcément l'informer pleinement tout de suite, c'est l'informer pleinement tout au long de la relation. C'est-à-dire qu'on doit lui donner toutes les informations immédiatement disponibles, qui nous viennent à l'esprit, qui nous paraissent pertinentes, et répondre à toutes ces questions sur les informations qui ne nous paraissent pas pertinentes, mais qui peuvent être pour lui ou pour elle. Et ajouter toutes les informations supplémentaires qui arrivent. Et évidemment, il y a la justice. La justice, en gros, ça consiste à soigner tout le monde de la même manière, avec la même intensité, et aussi à essayer de faire en sorte que les ressources ne soient pas épuisées dans des soins qui sont superflus, alors qu'on a des soins qui sont fondamentaux pour la population, qui devraient être remplis, ou pour certains patients qui devraient être remplis. Et c'est là donc que vous voyez que ça commence à aller mal. Parce que la maltraitance vient et procède, d'une part, de la situation du soin, et d'autre part, du conflit qu'il y a entre ce qu'est être un bon soignant, et puis l'intérêt personnel du soignant, et puis les principes de l'éthique. Alors moi, ça fait déjà, alors pour le livre que j'ai écrit au Québec, là, il y a 2-3 ans, Le patient et le médecin, j'avais inventé cette métaphore du soin. Ici, vous avez le soignant, ici, vous avez le patient, ici, vous avez de la famille et des amis, hein, des accompagnants. Et le patient, on peut symboliser le patient comme quelqu'un qui est tombé dans un trou. Tout le monde est sur le... Et puis il y a quelqu'un qui est tombé dans un trou. Il y a des gens qui naissent dans des trous. Hein. Enfin, il est dans un trou par rapport à une personne qui est en bonne santé, qui est sur la terre ferme. Ce patient, il est dans un trou. Il a pu tomber,
Il peut être dans un trou depuis sa naissance, il peut y avoir de l'eau dans le trou, il peut y avoir des sables mouvants, il peut y avoir... Vous pouvez le remplir comme vous voulez. Il peut être plus ou moins profond. Le soignant l'aide comment? La fonction du soignant, c'est qu'il aille mieux après l'avoir vu qu'avant. Donc ça peut être au moins de le faire sortir de l'eau, s'il y a de l'eau jusque-là, ou de l'aider à émerger des sables mouvants. Ça peut être de lui mettre une échelle, etc., pour l'aider à ressortir, au mieux pour l'aider à revenir sur la terre ferme. L'exemple, bah, c'est celui qui est vraiment tombé dans un trou, qui a une jambe cassée, puis on descend, on lui met une attelle, on le remonte, on le plâtre, et puis il va continuer sur sa route. Et j'ai symbolisé là deux choses. Ça, c'est le savoir du soignant. C'est le point d'appui. Vous savez, c'est en reprenant la métaphore du levier d'Archimède. Du levier, il dit, si j'avais un levier assez grand, je pourrais soulever le monde. Il suffit d'un point d'appui et d'un levier assez grand pour soulever. Et donc, son point d'appui, c'est le savoir. Son levier, c'est le savoir-faire. Savoir-faire, c'est je sais opérer, je sais prescrire une contraception, je sais, comment dirais-je, accoucher, je sais. Alors, qu'est-ce que la maltraitance? En première approximation, on peut dire que la maltraitance, c'est quand un professionnel de santé enfreint les principes élémentaires d'éthique du soin. Forcément, s'il enfreint les principes de l'éthique, bah, il n'est pas bien traitant. Et deuxièmement, et ou, parce que ça peut être et ou bien, il fait passer ses intérêts avant ceux des patients ou de la communauté. En fait, c'est toujours et. Parce que je défie quiconque, je cherche encore des situations dans lesquelles on peut ne pas enfreindre les principes élémentaires et faire passer ses intérêts avant. Il n'y en a pas. Et encore une fois, il faut reprendre le point de vue du patient et maltraitant le professionnel qui me fait systématiquement sentir plus mal, physiquement ou moralement, après que je l'ai vu. Et j'ai mis systématiquement parce que c'est très important. Vous pouvez très bien aller en consultation chez un médecin et en sortir moins content que quand vous êtes rentré parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle ou parce que... etc. Mais au moins, le médecin aura eu à cœur d'atténuer la brutalité de ce qu'il vous a dit. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le sentiment que c'est le médecin qui vous a fait du mal. La nouvelle peut vous avoir fait du mal, mais ce n'est pas le médecin. Et vous avez le sentiment que si vous allez qu'en tout cas il est avec vous, il est de votre côté, que vous pouvez compter sur lui, etc. Donc il faut que le professionnel fasse sentir les patients systématiquement plus mal. Systématiquement plus mal, il y a des gens qui ont des comportements systématiques, j'en décris dans le livre. En particulier, les médecins, par exemple, qui vont faire des commentaires aux femmes plus particulièrement. Pourquoi aux femmes plus particulièrement? Parce que sur 10 consultations, il y a 7 consultations avec des femmes. Ça, c'est partout pareil. C'est toujours les femmes qui consultent plus que les hommes. Sauf quand vous êtes andrologue et que vous ne vous occupez que des hommes. Mais autrement, alors, et quand vous êtes gynéco, vous là, c'est 100%. Mais il y a des professionnels qui accueillent les femmes en faisant systématiquement des commentaires sur leur aspect physique. Vous êtes trop grosse, vous êtes trop maigre, vous avez des seins comme ci, vous avez les fesses comme ça, etc. Je considère que c'est une maltraitance. Pourquoi? Parce que ça n'est pas quelque chose qui relève d'une nécessité de soins. Qu'une personne, en particulier les personnes qui sont en surpoids, une personne qui entre en surpoids dans un cabinet médical, le préjugé le plus commun de la part des médecins, c'est de considérer que toutes les raisons pour lesquelles ils viennent consulter sont en rapport avec leur poids. Or non. Il y a des personnes en surpoids qui vivent très bien le fait d'être en surpoids, il y en a qui vivent très mal, il y en a qui viennent pour consulter pour ça, et puis il y en a qui viennent pour consulter pour autre chose. Et ça n'est pas au médecin de présumer que ce que le patient vient lui apporter est en rapport avec son surpoids. Donc, il s'agit d'une maltraitance, surtout quand ces professionnels ont tendance systématiquement à faire des remarques sur l'aspect physique. Alors, quel est le mécanisme de la maltraitance? Là, encore une fois, c'est schématique, hein, ça mérite d'être développé, discuté, etc. Toute relation de soins devrait être une relation de partage et d'échange horizontale, hein, à égalité. On sait que la personne est dans le trou, mais l'idée, c'est que je considère la personne dans le trou comme étant mon égale et que j'essaye de la faire remonter sans préjugés. Mutuellement enrichissante qui vise, dans l'idéal, à restituer au patient son autonomie, c'est-à-dire à le remettre sur la rive et à le laisser libre de partir. Tout comportement qui maintient le patient dans le fossé ou l'empêche d'en sortir ou d'y être confortable est maltraitant.
Et je répète, tout comportement qui maintient le patient dans le fossé ou l'empêche d'en sortir. C'est-à-dire un comportement volontaire ou involontaire qui empêche la restitution, qui empêche l'amélioration. Ça peut être, donc, et maltraitant toute relation dans laquelle le soin est compromis par un abus de pouvoir. Pour moi, on ne peut pas définir la maltraitance autrement que comme un abus de pouvoir. Et d'ailleurs, quand il y a du pouvoir, il n'y a pas de soin. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez avoir une relation horizontale, il faut qu'il n'y ait pas de pouvoir. Donc dans l'idéal, la relation de soin, c'est toujours une relation qui est dénuée de pouvoir, c'est une relation d'entraide. Ce n'est pas une relation dans laquelle l'un fait pression sur l'autre. Et encore une fois, ça c'est ma conception des choses, c'est la conception d'un certain nombre de gens, mais ça mérite d'être discuté, parce que je pense que ça peut être affiné. Alors, qu'est-ce qu'on peut qualifier de comportement maltraitant? Tout comportement qui entrave l'autonomie du patient, évidemment. Non-respect des règles de consentement, le viol de la confidentialité, le mensonge, etc. Le paternalisme, bienveillant ou non. Vous avez bien fait de venir me voir. Parce que si vous n'étiez pas venu, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ça, c'est du paternalisme bienveillant, mais c'est quand même du paternalisme. Le mépris, l'impatience, la colère, les insultes, les attitudes équivoques. Oh, mademoiselle, je vois que vous êtes allé bronzer sur la plage cet été, ça vous va très bien. Il y a plein de sites sur Twitter, en particulier de sites internet ou de Tumblrs en France, il y en a un qui s'appelle Paye ta blouse. Et Paye ta blouse, c'est tous les commentaires sexistes à l'intérieur de la profession médicale, comme par exemple celui qui circulait ce matin, c'est un chef de service qui demande à ses étudiants « Est-ce que vous connaissez le profil hormonal de la femme enceinte ?» Alors les étudiants le regardent avec des grands yeux, il dit « On en a une parmi nous, on va aller lui faire les bilans hormonaux. » C'était une interne dont il parlait, c'était une résidente. Elle est pas... Voilà, on va lui faire. What the fuck? Bon, ça c'est monnaie courante. Et c'est monnaie courante, et encore une fois, ça fait partie de ce paternalisme qui s'apprend par contiguïté. Il y a évidemment le jargon, le refus d'informer, les décisions unilatérales. Le jargon, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Livre noir de la psychanalyse. À quoi reconnaît-on un comportement qui est un comportement qui ne permet aucune réflexion de la part de la personne à qui il s'adresse? C'est le jargon. Si on lui parle un langage qu'il ne comprend pas, en sous-entendant que s'il ne le comprend pas, c'est qu'il n'est pas assez intelligent pour le comprendre, et que donc celui qui le parle lui est supérieur et peut lui dire ce qu'il pense, par exemple. Pour la psychanalyse, c'est particulièrement vrai. Il y a évidemment les menaces, le chantage, la culpabilisation. Encore une fois, tout ça, c'est des rapports de force. Le refus de prendre en compte les valeurs ou les perceptions des patients dans la conduite des activités de diagnostic et de soins. Une patiente vient me voir en me disant, voilà, j'ai 3 enfants, je suis catholique pratiquante, j'ai quand même pris la pilule parce que... bon. Mais je ne veux plus la prendre parce que je ne la tolère pas. Je suis allé voir mon gynécologue en lui demandant de me poser un stérilet, mais en lui disant, le problème c'est que dans mon idée, un stérilet, c'est abortif. Est-ce que vous pouvez me tranquilliser là-dessus? Et mon gynécologue m'a envoyé paître en me disant « Ah ben vous, les cathos, vous croyez à n'importe quoi, si c'est comme ça, c'est pas la peine de venir me voir. » Elle vient me voir moi. Je lui dis « Je ne peux pas vous convaincre qu'un stérilet n'est pas abortif. » Je lui explique comment ça fonctionnait. Mais il existe un autre stérilet, qui est le stérilet hormonal, qui lui n'a pas d'effet sur les cellules, il les empêche de passer seulement. Il ne détruit pas les cellules, il ne détruit pas les spermatozoïdes comme le cuivre, il ne détruit pas les ovocytes, il empêche les spermatozoïdes de passer. Finalement, c'est la même chose qu'un préservatif. Ou c'est la même chose que l'effet de votre pilule quand la pilule épaissit la glaire et qu'elle empêche les spermatozoïdes de passer. Et là, c'était en accord avec ses croyances. Elle voulait bien utiliser ça, plutôt que le stérilocular. Cette femme avait été maltraitée par ce gynécologue qui aurait pu lui faire exactement la même proposition, en respectant ses valeurs, et lui donner une réponse tout à fait appropriée. Alors, et puis, il y a évidemment tous les traitements imposés, ou les soins ou les tests imposés, le refus de soins, l'acharnement, le non-respect de la... Dans tous les cas, la perception du patient doit servir de référence. Encore une fois, il n'est pas possible de dire « il n'y a pas eu maltraitance », tout simplement parce que le professionnel de santé dit « non, il n'y a pas eu de maltraitance ». Ça ne peut pas être le professionnel de santé
qui le dit, puisqu'il ne peut pas être juge et partie. Ça ne peut être que la personne qui reçoit le soin, qui dit « j'ai été maltraité de telle et de telle et de telle manière, de mon point de vue ». Puisque c'est cette personne-là qui détermine quels soins elle veut recevoir, ou quels soins elle ne veut pas recevoir, c'est parce qu'elle est capable de déterminer quels soins lui font du bien, de son point de vue, ou ne lui font pas du bien. Donc on ne peut pas d'un côté dire les patients peuvent décider, et de l'autre côté dire c'est les médecins qui doivent décider, qui doivent dire ce qui est maltraitant ou pas. Et ça, effectivement, c'est un changement de paradigme assez compliqué pour les professionnels de santé, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent être jamais sûrs qu'ils font du bien, sauf si le patient le dit. Sauf si le patient le dit explicitement. Ils ne peuvent même pas en être sûrs si le patient ne dit rien. Sur le plan moral, c'est très compliqué. C'est très difficile. Je le sais parce que je suis passé par là, et que ça demande un travail personnel extrêmement approfondi. Alors je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, et puis je reviens à des variantes qui vont vous faire comprendre. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que j'ai illustré là, à votre avis? Qu'est-ce que vous voyez? Les deux soignants? Oui. Il y a une différence entre les deux? Il y en a un sur son piédestal. Voilà. Bon. Et donc forcément, à partir du moment où vous avez une différence entre les soignants eux-mêmes, donc une différence de statut, inévitablement, la perception du soin ne va pas être du tout la même par le patient. Si en plus, le piédestal est un piédestal qui augmente la réputation de celui-ci, forcément, on va faire plutôt appel à lui qu'à l'autre. Est-ce que c'est juste? Non. C'est donc un biais qui est perçu par le patient et qui peut être tout à fait au détriment du patient. Parce qu'encore une fois, si le professionnel est sur son piédestal pour de mauvaises raisons, et on peut toujours se demander si les raisons pour lesquelles quelqu'un est sur un piédestal sont bonnes, et c'est valable pour tout le monde, ben, ça peut être problématique pour le patient. Qu'est-ce que j'ai illustré là? C'est un savoir bancal, non remis à jour ou discutable. Hein. Pour qu'un levier fonctionne bien, il faut que ce soit rond, qu'il n'y ait pas de problème. Là, il ne s'est pas mis à jour depuis longtemps. Ou bien alors, il professe une technique qui est une technique qui n'est pas éprouvée. Hein, vous avez entendu parler de la proposition chirurgicale au Canada. Enfin, il y a eu tout un débat au Canada sur faut-il opérer les personnes qui ont une sclérose en plaques, parce qu'un chirurgien avait proposé d'opérer les carotides en disant que c'était bon. Et puis le Collège des médecins du Canada a dit avant de commencer à opérer les gens, il faudrait qu'on soit sûr que ça marche. Et puis là, on vient de voir que non, ça ne marche pas. Les gens vont toujours aussi mal après avoir été opérés. Donc on les a exposés à une intervention qui est une intervention lourde, qui pouvait être elle-même grevée de complications, sous prétexte que quelqu'un avait dit « oui, je suis sûr que ». Donc c'est voilà. Le savoir bancal, c'est pareil. Je peux maltraiter le patient en n'utilisant pas les bons outils. C'est-à-dire que je le maintiens dans son trou, tout simplement parce que je n'utilise pas les leviers qui lui permettent de sortir. Et le problème, c'est pas une question de savoir, c'est une question de choix des outils qui sont à notre disposition. Parce que le choix de l'outil peut être fondé sur un savoir qui est valide, mais l'outil peut être tordu. Par exemple, je reprends l'exemple de la contraception, vous pouvez très bien imposer à une femme, c'est le cas en France, on impose à la plupart des femmes de prendre un anticonceptionnel hormonal, alors qu'une grande proportion d'elles ne veulent pas d'hormones et pourraient vouloir une autre méthode qui soit non hormonale, comme par exemple un stérilet au cuivre. Le savoir n'est pas en cause, hein, une contraception, un anticonceptionnel hormonal, c'est efficace. Mais c'est pas ça qu'il faut aux patients. C'est pas ce qu'elle demande. C'est pas ce qui lui convient le mieux. On ne s'est pas préoccupé de savoir quels sont les besoins des patients. Bon, celle-là, je crois qu'elle est... J'aurais dû faire mon dollar un peu plus... il est bien évident qu'un professionnel de santé qui est payé chaque fois qu'il fait un acte et qui gagne sa vie
à cause des actes qu'il fait, c'est une chose. Un professionnel de santé qui est payé par un tiers extérieur, en plus, pour, par exemple, conseiller à toutes ces patientes de se faire vacciner contre le VPH, ou conseiller à tous ces patients de faire un dépistage du cancer de la prostate, c'est pas la même chose du tout. C'est que ceci, c'est donc pour illustrer que à partir du moment où l'argent n'est pas quelque chose qui est inclus dans la relation, c'est-à-dire avec une RAMQ qui paye ou un système de sécurité sociale qui paye, mais à partir du moment où l'argent vient de l'extérieur, inévitablement, un médecin peut se faire acheter de manière insensible. Notez bien d'ailleurs que les moyens de pression qu'on peut exercer sur un médecin pour lui faire dire ou lui faire faire quelque chose qu'il ne devrait pas n'ont pas besoin d'être financiers. Il suffit, parce que les médecins sont des hommes et des femmes comme les autres, il suffit de lui faire peur et de le culpabiliser. C'est le cas par exemple pour ce qui concerne les méthodes de prévention comme les vaccins. Il suffit de dire, il se trouve qu'en 2009 quand je suis arrivé, il y avait l'affaire de la grippe H1N1 qui avait commencé au mois de mai au Mexique. Et j'étais à la radio ce jour-là, et puis on me dit qu'est-ce que vous en pensez. On disait il va y avoir une pandémie, etc. Je disais bah, ça c'est un truc pour vendre des anti-grippaux et des masques. Bon. 4 mois après, j'étais invité à un débat à Tout le monde en parle, face au directeur de la santé de l'époque, qui lui disait il faut absolument vacciner toute la population québécoise, et moi je disais non, il n'y a pas d'argument scientifique pour le faire, parce que quand vous allez regarder, et je suis pas, c'était pas de la voyance de ma part, j'allais regarder les bilans hebdomadaires de l'OMS sur le nombre de cas de grippe et sur le nombre de décès. La grippe était déjà pandémique dans tout l'hémisphère sud. Il y avait moins de décès par la grippe à H1N1 que par la grippe de l'année précédente. Et je disais, quand bien même elle ne serait pas déjà pandémique au Canada, en fait elle l'était déjà, et aux États-Unis, elle était déjà bien avant que le vaccin soit commercialisé. Quand bien même elle ne le serait pas, il n'y a aucune raison que le vaccin tue plus dans l'hémisphère nord où les gens sont plutôt en meilleure santé que dans l'hémisphère sud. Et la réponse qu'on me faisait, c'était « Oui, mais si le vaccin mute en passant l'équateur ?» Tu parles du virus. Si le virus mute en passant l'équateur. Ce qui est quand même le degré zéro de la réflexion scientifique, enfin, je veux dire. Mais c'est un argument émotionnel, c'est un argument de peur, et c'est cet argument de peur qui a été utilisé pour les professionnels de santé, pour les convaincre qu'il fallait vacciner leurs patients. Et beaucoup de professionnels ont cédé à la peur. Et on ne peut pas leur reprocher de céder à la peur. Parce qu'ils veulent être dans la bienfaisance. Et ils se disent, finalement, si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal, parce que c'est vrai que, statistiquement, il y aura moins d'accidents du vaccin que de décès par la grippe. Donc ils ne sont pas non plus dans la malfaisance. Mais on leur a fait peur. On leur a fait consommer des millions et des millions de doses de vaccins et des millions de dollars qui auraient pu être utilisés à autre chose. Et puis, cette dernière métaphore, alors je suis désolé, je ne dessine pas bien, il faudrait que je le... C'est le patient enchaîné. Le patient qui est enchaîné dans son trou. Et il est enchaîné pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui. C'est le patient qu'on délaisse. C'est le patient dont on ne s'occupe pas parce qu'on considère qu'il n'est pas intéressant. Il ne mérite pas l'intérêt des professionnels. Il ne mérite pas l'intérêt des médecins. J'ai bientôt fini. Je vais passer assez rapidement. Il y a des facteurs d'abus de pouvoir qui sont extérieurs aux professionnels, qui ne sont pas liés à la personnalité du médecin, comme la hiérarchie sociale, la hiérarchie entre soignants, la hiérarchie dans les institutions, les clivages et conflits à l'intérieur des institutions. Encore une fois, s'il n'y a pas de transversalité entre les professionnels de santé, il y a forcément des conflits de pouvoir, donc des abus de pouvoir. Il y a des savoirs ou des exercices réservés. Le type qui dit « Non, ça c'est mon domaine, je ne veux pas que vous vous en occupiez ». Ça, c'est un abus de pouvoir. Il y a des restrictions budgétaires, évidemment, et il y a l'opposition entre le public et le privé, dans lesquelles les objectifs et les contraintes ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes objectifs quand on est dans une clinique privée ou dans un hôpital. Et on va passer à l'apprentissage de la maltraitance. Le soin s'apprend par émulation ou par imitation. Un mentor enseigne via son comportement, c'est ce qu'on appelle le curriculum caché, la façon dont vous vous adressez. Dont un étudiant en médecine, par exemple, voit un médecin s'adresser au patient, va conditionner la façon dont il va s'adresser au patient par la suite.
Si tous les médecins qu'il voit restent debout au bout du lit, parlent à l'infirmière, disent 2 mots aux patients et s'en vont, il va apprendre à faire comme ça. Si on lui dit surtout tu t'assois pas, parce que si tu t'assois et que tu commences à parler avec le patient, t'en as pour 1 heure, eh ben, il va dire il ne faut pas que je le fasse puisque ça prend 1 heure. Il ne se préoccupe plus de savoir si c'est bon pour le patient ou pour la patiente, ou même si ça peut ne durer que 5 minutes. Il se préoccupe seulement de savoir, de faire comme on lui a dit de faire. Alors, voilà, les comportements non éthiques des aînés peuvent être pris pour la norme. Des aînés qui maltraitent les soignants en formation en font des professionnels maltraitants. Je vous ai donné la référence. Oui, comment dirais-je, le PowerPoint sera à votre disposition, hein, puisque j'ai dit aux organisateurs qu'ils pouvaient vous le distribuer. Je vous ai donné la référence du livre de Valérie Oslander qui en parle mieux que moi. Et évidemment, dans un lieu violent, on ne peut pas apprendre à soigner. Ça paraît évident, mais il y a encore des professionnels de santé, formateurs, qui disent « Écoute, moi je suis passé par là, faut que tu en passes par là, parce que c'est comme ça qu'on devient bon. » Non. Je veux dire, il viendrait à l'idée de personne de dire « Attends, les élèves dans une classe, s'ils sont dissipés, si tu leur tapes un peu sur le bout des doigts avec une règle en métal, ils vont se calmer. » Ça ne viendrait plus à l'idée de personne de dire que c'est une méthode pédagogique acceptable. Et pourtant, c'est ce qu'on continue à dire dans les professions de santé. Alors, et je voudrais finir sur les patients qui sont exposés à une maltraitance potentielle. Évidemment, pourquoi ? Parce que la maltraitance, c'est le fruit de l'abus de pouvoir, et on a du pouvoir surtout sur les gens qui sont en position de vulnérabilité par rapport à vous. Donc évidemment, c'est les enfants et les adolescents et adolescentes, les femmes faisant des choix reproductifs, contraception et IVG, parce qu'elles ont besoin de passer par le médecin. Et si le médecin n'est pas d'accord avec les choix reproductifs qu'elles font, évidemment, elles vont être entravées dans leur liberté. Les femmes enceintes ou accouchant, je vous renvoie, je vous ai mis le lien après au site de Marie-Hélène Lahaye qui parle des violences faites des violences obstétricales qui existent partout, mais qui sont très très importantes et qui font l'objet d'une grande discussion en Europe en ce moment. Les personnes handicapées, bien entendu, les personnes âgées, en institution ou non, les patients souffrant de maladies rares ou mal identifiées. Par exemple, pendant très longtemps, les femmes, parce que c'est surtout des femmes qui se présentaient avec des syndromes douloureux diffus ou des syndromes de fatigue chronique, étaient qualifiées d'hystériques, de simulatrices et de paresseuses. Alors que maintenant, on a des critères d'identification qui montrent que non, ce n'est pas des hystériques. Le simple fait d'ailleurs d'utiliser le mot hystérique pour parler d'un patient ou d'une patiente, lui-même très connoté par rapport à la psychanalyse, devrait être absolument éliminé. Pourtant, ce sont des termes qu'on continue à utiliser. Et évidemment, les autres personnes vulnérables, à cause des milieux auxquels ils appartiennent, dans minorités marginalisées, on peut parler par exemple des personnes homosexuelles ou transgenres ou queer qui parfois ne trouvent pas de médecin pour les soigner, tout simplement parce que les préjugés sont plus forts que les obligations morales des médecins. Je vous ai mis, donc je ne vous en parlerai pas, une bibliographie ici que vous pourrez... Alors il y a un peu de tout, il y a des articles récents aussi, et puis il y a le blog de Marie-Hélène Lahaye sur la maltraitance obstétricale, il y a le livre de Valérie Oslander, et puis il y a mon propre livre dans lequel il y a beaucoup de choses. Voilà, je suis désolé, j'ai fait plus que prévu. Merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. On va donner la parole à Alexandre et à Gabriel. Alors, c'est pas le jury, c'est pas de la discussion, c'est juste pour commencer la discussion. Non, mais je sais que horizontalement. je présente rien, donc ça va. Non, je vais commencer. C'est aussi pour recadrer un peu dans le contexte de notre séminaire qui porte sur la règle de donc c'est aussi pour mettre recadrer dans le cadre de notre séminaire qui traite de la santé et puis de la manière dont les professionnels, notamment des sciences humaines, voient la santé. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça fait exception parce que on reçoit un médecin, mais on reçoit aussi un médecin qui a un regard spécifique sur la santé, qui a aussi un regard d'écrivain qui a écrit sur la santé. Et dans ce que j'ai apprécié dans votre livre, c'est que vous parlez beaucoup de la santé des femmes. Et vous parlez presque plus de la santé des femmes. Donc ma première question serait de savoir, est-ce qu'il y a une santé des femmes qui serait différente de la santé médicale ou de la santé qu'on apprend aux médecins, ou qui dépasserait les cadres, et ce dépassement-là, il se fait avec quoi?
avec quels sont les apports, par exemple, des sciences humaines. Vous enseignez aussi dans les humanités médicales, donc la question va dans ce sens-là. Et ça pousse vers ma deuxième question qui est plus prospective. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Parce que s'il suffisait d'enseigner les principes de Childress et Beauchamp, on sait bien que ça aurait changé depuis longtemps. Puis c'est pas ce qui arrive. On voit bien que c'est quelque chose de systémique. Vous l'avez passé rapidement à la fin, mais c'est plus mis en valeur dans le livre. Voilà. C'est large. Tu veux que je réponde là-dedans ou dans l'autre? Je peux le repasser. Alors, en ce qui concerne la question spécifique des femmes, figurez-vous qu'entre le moment où le livre est paru et maintenant, ma pensée a encore progressé et je me suis rendu compte d'un truc très bête, mais qui finalement répond complètement à votre question. La médecine, qui est enseignée dans les pays développés depuis, on va dire, 250 ans, c'est-à-dire depuis qu'il y a une anatomophysiologie, est toujours enseignée du point de vue de la physiologie de l'homme. C'est-à-dire que le corps de référence, c'est le corps de l'homme. C'est celui-là qui est malade. Et du coup, la médecine est binaire, c'est-à-dire il y a en bonne santé, homme malade. Quand on passe aux femmes, on se rend compte que toutes les variations physiologiques, parce que c'est ça aussi la grande différence. Un homme, il a une grande variation physiologique dans sa vie, c'est la puberté. C'est la grande transformation qui survient. Je ne parle pas de la croissance et du vieillissement, bien entendu, parce que ça, c'est commun à tous les êtres humains. Il y a un seul événement physiologique majeur dans la vie d'un homme, c'est la puberté. Dans la vie d'une femme, il y a la puberté, il y a l'entrée dans la sexualité, qui n'est pas du tout la même que pour l'homme, parce que l'entrée de la sexualité pour l'homme, ça peut le laisser complètement intact. L'entrée dans la sexualité pour une femme, ça la laisse souvent pas intacte, tout simplement parce qu'elle peut être enceinte. La probabilité d'être enceinte avec un seul partenaire occasionnel est de 80%. Bon. 2. 3. La grossesse. 4. L'éventualité d'interrompre la grossesse, spontanément ou pas spontanément. 5. La conduite de la grossesse jusqu'au bout, c'est quand même 9 mois, c'est pas 15 jours. Bon. 6, l'accouchement. 7, l'allaitement. 8, les grossesses répétées. 9, la ménopause. Plus un vieillissement qui n'est pas le même que celui de l'homme, puisqu'il peut être grevé par des complications qui n'existent pas chez l'homme. Par conséquent, en toute bonne logique, la médecine devrait être enseignée en prenant comme référence le corps de la femme, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que tout le monde devrait apprendre la physiologie féminine, ce qui aurait pour avantage, premièrement, de ne pas pathologiser, de ne pas médicaliser des choses qui sont physiologiques. La grossesse, c'est physiologique. Oui, il y a des grossesses à risque. Oui, il y a des accouchements difficiles. Mais c'est surtout dans les pays développés dans lesquels les femmes vont bien, c'est une toute petite partie. Et on ne devrait pas surmédicaliser des grossesses qui sont des grossesses physiologiques. Ici, on y est particulièrement conscient, puisque ici, vous êtes une femme, vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher toute seule chez vous, vous pouvez accoucher avec une doula, vous pouvez accoucher avec une doula qui va avec vous à la maison de naissance, vous pouvez accoucher avec une doula et une sage-femme et un médecin à l'hôpital. Les gynécologues obstétriciens américains, les gynécologues obstétriciens britanniques, en 2014, ont fait une déclaration solennelle il y avait tout un cycle sur les sages-femmes, une déclaration solennelle qui disait « L'accouchement est un phénomène physiologique, le professionnel de santé numéro 1 pour l'accouchement, c'est la sage-femme. Le gynécologue obstétricien ne doit intervenir que s'il y a une complication, c'est-à-dire dans 15% des cas. » Les obstétriciens américains viennent de publier un texte, là, il y a 6 mois, disant « Le fait d'être enceinte ne prive pas la femme de sa liberté de choisir et de son entendement. Par conséquent, si une femme refuse un geste pendant un accouchement ou pendant une grossesse, le médecin doit respecter son choix, même si sa perception à lui, c'est que le fœtus est en danger. Et donc, tout ça, ça m'a amené à conclure, ben oui, évidemment. Si vous enseignez la médecine du point de vue de la physiologie, et évidemment après de la pathologie, des femmes, parce que les pathologies des femmes, en plus, il y a des pathologies spécifiques aux femmes qu'on n'apprend pas pendant les études de médecine,
qui sont un peu relégués alors déjà, il y a un ghetto qui est la spécialité de gynécologie obstétrique pour lesquels l'ensemble des médecins reçoivent un enseignement très limité, en tout cas en France. Ici, ils reçoivent plus d'enseignements que ça. Mais mais c'est quand même un ghetto, c'est quand même une spécialisation. Alors que, en tant que médecin de famille, moi je voyais 80%, 70%, 80% de femmes, c'était les femmes qui consultaient. J'étais dans ce paradoxe, c'est qu'elles m'apportaient tout le temps des problèmes qui ne m'avaient pas été enseignés. Par conséquent, il y a quelque chose qui est inhérent même au mode de pensée même de la médecine. La médecine ne devrait pas être enseignée en suivant la physiologie de l'homme. Alors, vous voyez, le changement de paradigme que ça demande, bon, encore une fois, ça c'est ma perception, ça peut se discuter, mais enfin... Et la deuxième, pour répondre à votre deuxième question, je pense que l'intervention sur les causes de la maltraitance sont forcément multifactorielles. C'est-à-dire que je crois que... et je le vois bien depuis que je vis au Canada. Je dis au Canada parce que je suis allé dans des facs ailleurs qu'au Québec. Et j'ai parlé à des médecins ailleurs qu'au Québec. Quand la société est une société plus égalitaire, il y a des choses qui ne se passent pas comme je les ai vues se passer en France, par exemple, ou en Italie. Alors je ne dis pas que la société canadienne est entièrement égalitaire, c'est pas ce que je dis. Je dis mais elle est beaucoup plus égalitaire que celle d'où je viens. Donc il y a des conditions sociales qui font que les médecins étant issus de cette société, ils vont se comporter différemment. Je le vois avec les étudiants en médecine. Je le vois avec la façon dont certains discours, qui sont par exemple des discours sexistes, qui sont monnaie courante en France, y compris de la part des enseignants, à commencer par les enseignants, ne peuvent pas se tenir ici. En tout cas, on les tient peut-être entre deux portes, mais on ne les tient pas en cours, parce que là, ils reçoivent 400 bouteilles sur la figure. Bon, et où ils le font renvoyer, parce que, bon, je veux dire... Je sais maintenant, parce que ça m'est arrivé, que dans un programme d'enseignement au Québec, si un professeur se comporte de manière non éthique, on peut demander à ce qu'il ne donne plus son cours. Et oui. Qu'est-ce que vous avez fait, ça? On avait un problème avec un professeur d'éthique et droit qui avait un comportement inacceptable avec certains étudiants. Donc, on est allé dire non, c'est paradoxal, mais c'est pas en plus en éthique, on était encore plus choqués parce qu'on était en éthique, mais ça aurait été en histoire, ça aurait été la même chose. Ou regardez, je ne sais plus quel prof, il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, qui a fait un commentaire tout à fait problématique par rapport à, je ne sais plus, au camp de la mort ou quelque chose comme ça. Il faut quand même défendre un certain nombre de valeurs. Donc quand la société elle-même change, les choses changent. Ça veut dire que dans un pays comme la France, par exemple, les modifications, elles doivent venir de tout le monde. Elles doivent venir d'abord et avant tout. Il ne faut pas attendre que la profession change, il faut que les patients changent. Pour vous donner un exemple qui m'est personnel, en 2003, quand j'ai commencé à avoir un site internet où je donnais des informations sur la contraception, j'affichais des documents internationaux disant on peut poser des stérilés aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors que le dogme, c'était on ne peut pas. Et les femmes m'écrivaient et elles me disaient qu'est-ce que je peux emmener à mon gynécologue pour lui dire monsieur, vous pouvez me le poser, vous avez une objection idéologique, mais elle n'est pas scientifique. Alors je mettais les trucs en PDF et je leur disais vous téléchargez. Et au bout d'un moment, quand il y a eu des recommandations de la haute autorité de santé disant oui, le stérilet peut être ce qu'on appelle une contraception de première intention, c'est-à-dire une première contraception pour n'importe quelle femme, je l'ai affiché aussi. Au bout de quelques années, j'ai reçu des messages de femmes qui me disaient mon gynécologue disait non, je lui ai téléchargé les trucs de la HAS, je lui ai mis sur le bureau, je lui ai dit écoutez, vous n'avez pas d'objection scientifique à me faire, alors ou bien vous me le posez, ou bien je vais voir quelqu'un d'autre. Puis il me l'a posé. Donc les changements de comportement, ils peuvent venir des usagers eux-mêmes. Et moi, le livre que j'ai écrit, là, il est écrit pour les usagers, il n'est pas écrit pour les médecins. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais inévitablement, ce qui fera bouger les choses le plus, c'est la prise de conscience générale de la population et l'exigence de la population d'être bien traitée. À la fin du livre, je dis, si un médecin vous parle de manière paternaliste ou insultante, vous prenez vos affaires, vous sortez, vous ne payez pas. Oui, parce que les patients ont déjà beaucoup changé, puis la résistance, elle est plus du côté des médecins. Oui, mais
je veux dire, les patients, ils étaient déjà... Non, mais oui, mais les patients, ils ont changé. Mais oui, c'est ça. Les résistances viennent beaucoup du côté des médecins, mais il y a aussi beaucoup de patients qui n'ont pas changé ou qui continuent à avoir cette, si vous voulez, cette déférence vis-à-vis de la blouse blanche. Et alors, c'est moins vrai dans les jeunes générations, mais il ne faut pas que les jeunes générations s'en tirent et que les générations plus anciennes, elles continuent à souffrir. Il faut que les uns aident les autres. C'est pour ça que, par exemple, je conseille beaucoup aux gens de ne jamais... Enfin, s'ils vont voir des médecins avec qui c'est difficile de discuter, de ne pas y aller tout seul. Y aller avec quelqu'un qui... Voilà. Je pense que c'est aussi... Il n'y a que comme ça, si vous voulez, que ça peut... Et puis, bon, le partage du savoir, les blogs, les échanges d'informations. J'ai été 3 semaines en France. J'ai participé en 3 semaines à 3 réunions distinctes autour des maltraitances obstétricales, auxquelles j'étais invité, en tant qu'un des intervenants d'un panel. 3. Une en Suisse, une en Belgique, une en France. Manifestement, il y a un problème, quoi. Je veux dire, mais il y a un problème, mais manifestement, c'est aussi... J'étais le seul médecin dans le lot. Manifestement, il y a aussi une prise de conscience et une prise, un empowerment, comme on dit ici, des usagères elles-mêmes. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas aux médecins de changer. Les médecins doivent changer, mais c'est pas aux médecins, si vous voulez, de lancer le mouvement. Il faut qu'ils changent, il faut balayer devant leur porte. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué de balayer devant sa porte. Merci, je vais faire rapide pour laisser la parole à la salle. J'ai bien aimé les premières diapos, tout ce qui décrivait un peu les aptitudes, les biais, les conflits d'intérêts. Ça trace, on pourrait dire, ça pose en tout cas des balises de ce que pourrait être une médecine réflexive ou quelque chose une médecine humaniste et réflexive, je ne sais pas trop comment on pourrait la nommer. La question que ça me pose, je vais faire un peu le pessimiste de la bande, mais comment on fait pour former les médecins à tout ça? Et puis comment on fait pour former aussi les patients? On a un peu commencé à en discuter. Je pose ma deuxième question puis pour aller plus vite. J'étais pour le coup moins convaincu, mais vous avez déjà commencé à aborder un peu ça à l'instant sur la phrase qui disait « Quand il y a du pouvoir, il n'y a pas de soin ». Alors c'est peut-être mon côté sociologue ou pessimiste, je ne sais pas, ou les deux. Moi j'ai l'impression, puis je m'intéresse beaucoup au mouvement de patients justement, vous avez parlé d'empowerment, que cette notion d'empowerment, donc de pouvoir, de reprise de pouvoir, fait partie du rapport de la relation de soins. Et j'ai même l'impression que quand il y a du soin, il y a du pouvoir. Tout l'enjeu est justement de trouver une forme d'équilibre, une négociation satisfaisante en fait, pour notamment que les patients puissent être entendus dans ce qu'ils ont à dire ou dans ce qu'ils ressentent. Donc je me demandais un petit peu comment vous pourriez justifier ou discuter cette phrase « Quand il y a du pouvoir, il n'y a pas de soin ». Je trouve qu'elle est un tout petit peu rapide, disons, par rapport à tous les enjeux que vous avez aussi abordés par ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la deuxième d'abord. Bon, évidemment, c'est une formule lapidaire et je crois qu'on ne l'entend pas de la même manière. Pour moi, quand il y a du pouvoir dans la relation de soins, entre un soignant et un soigné, il ne peut pas y avoir de soins. Et je pense que ça va dans les deux sens. Je vous explique pourquoi. Une femme veut se faire ligaturer les trompes ou se faire poser un stérilet, tout simplement. Elle veut se faire poser un stérilet. Le médecin ne veut pas. À mon avis, il ne faut pas qu'elle le contraigne. Pourquoi? Parce qu'il le fera mal. Et il lui fera mal. Si, comme le font certaines patientes d'Alzheimer, si le médecin refuse de poser un stérilet parce qu'il a peur de faire du mal à la patiente, et qu'elle le convainc en lui disant, ben voilà, les informations me disent que non, vous ne me ferez pas du mal en me posant un stérilet, c'est ce que je veux, et qu'il prend la décision, lui, de le faire parce qu'il se rend compte que sa peur de lui faire mal n'était pas avérée, alors là, oui, mais il n'y a plus de pouvoir du coup. Il y a une information, il y a un échange, il y a un partage, il y a une conviction commune, il y a une décision commune, mais il n'y a plus de pouvoir. Vous, je pense que vous l'entendez, et je suis d'accord avec vous, vous l'entendez comme le fait que les patients puissent avoir un contre-pouvoir comme les médecins. Ça, c'est les patients du sida qui nous ont appris ça. Mais les patients du sida, ils ont fait ça exactement. Quand ils se sont trouvés face à des médecins qui avaient des tas de préjugés, ils ont dit, on ne veut pas de vous, on veut de ceux qui n'ont pas de préjugés et qui veulent nous soigner. Ils ont sélectionné les médecins. Ils n'ont pas obligé ceux qui étaient homophobes à les soigner. Parce que ceux qui étaient homophobes n'allaient pas les soigner bien. Encore une fois, ce que je dis, c'est dans l'idéal. Hein. Bien entendu, ça ne va pas être demain la veille. Mais l'idée, c'est de voir que si le soin, c'est une activité de coopération, hein,
que finalement, les deux personnes, le patient et le soignant, recherchent la même chose, c'est qu'il y en ait celui qui va pas bien aille mieux. Le médecin en tire des gratifications qui sont, il est rémunéré pour son travail, et puis c'est gratifiant de voir quelqu'un qui va mieux. Moi, j'adorais voir des gens sortir de mon cabinet en souriant. J'adorais ça. C'est gratifiant, hein, comme Franz de Waal, quand il parle des bonobos ou des chimpanzés, il le dit, les chimpanzés s'encouragent les uns les autres parce que ça fait du bien de faire du bien. Donc, si c'est une activité comme ça, qui est une activité gratifiante pour les deux, soignante pour l'un, gratifiante pour l'autre, puis gratifiante pour les deux, parce qu'il y a la gratification d'avoir une bonne relation avec la personne qui vous a soigné, etc., il n'y a plus de pouvoir. On n'est plus dans un rapport de pouvoir. On est dans un rapport d'union des forces en but d'atteindre quelque chose. Mais on n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas dans quelqu'un qui fait pression sur l'autre. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais au sens où vous l'entendez, je suis d'accord, il faut que les patients aient un contre-pouvoir. Alors, l'autre question qui était comment on les forme, je pense que ça aussi c'est un problème compliqué, mais ça peut être fait. Par exemple, à l'Université de Montréal, j'ai entendu hier, j'étais avec des ergothérapeutes et des physiothérapeutes qui disaient que les ergos et les physios donnent des cours aux étudiants en médecine, maintenant. C'était quelque chose qui était impensable avant, c'est-à-dire qu'il y avait un tel cloisonnement que seuls les médecins donnaient les cours aux médecins, les médecins donnaient les cours aux autres professionnels de santé, mais les autres professionnels de santé ne venaient jamais donner les cours aux médecins. Moi, je pense qu'il faut que les médecins aient des cours de personnes qui font des soins infirmiers, de sages-femmes, d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de tout ce que vous voulez. Il faut qu'ils aient des cours par des gens qui ne sont pas dans la pratique. Pourquoi ? Parce qu'ils enrichissent leur domaine, ils apprennent à comprendre comment les autres travaillent, ils perdent leurs préjugés, ils savent qu'ils sont plus tout seuls, ils n'ont pas ce poids d'être les soi-disant les plus importants pour décider, etc., etc., etc. Donc, déjà, ça, on peut le faire. Il y a aussi une autre expérience qui se fait à l'Université de Montréal, c'est les patients partenaires. Le programme patient partenaire, c'est des patients interviennent dans l'enseignement. Il y a même un certain nombre d'étudiants qui ont un patient comme mentor, un patient qui a une maladie chronique comme mentor, puis qui lui dit, le diabète, c'est pas exactement comme dans les livres, voilà, au quotidien, pour moi, c'est ça. Donc, il y a changer, tout à fait ouvrir la faculté de médecine, parce que les facultés de médecine, en France, jusqu'en 1789, les facultés de médecine, elles étaient quasiment dirigées par l'Église. Les hôpitaux ont été dirigés par les ordres religieux jusqu'au début du XXe siècle. Donc il y a des connotations et un poids de la religion et des valeurs religieuses. Regardez les objections qu'il y a, encore une fois, à l'aide médicale à mourir, y compris quand il s'agit de gens qui ne sont jamais allés à l'église. Mais les autres se mêlent de leur dire « Non, tu n'as pas le droit de te faire aider pour mourir. » Mais de quoi je me mêle ? Bon, donc il y a quelque chose qui est inhérent au poids de l'histoire, qui est très long à faire partir, mais qui peut être modifié justement en ouvrant les facultés de médecine et en les ouvrant à d'autres pratiques. En les ouvrant, l'autre jour, ici, avant de partir en France, j'ai eu une réunion avec une femme médecin, une infirmière, une sage-femme et des doulas. Et les doulas avaient fait venir les médecins. Alors moi, j'étais un peu là en observateur et en comment dirais-je, sur le plan réflexif, parce que j'ai plus d'activité clinique, mais les doulas avaient fait venir le médecin et la sage-femme pour leur dire, voilà, comment est-ce qu'on peut s'entendre et se mettre d'accord pour que nous, quand on débarque, à la demande de la patiente, qu'on a accompagnée pendant toute sa grossesse physiologique, à laquelle on a donné des informations sur la physiologie de l'accouchement. Comment est-ce que, quand on arrive dans une salle d'accouchement où il y a une sage-femme, un médecin, comment est-ce qu'on peut être perçu comme quelqu'un qui vient en renfort et non pas comme quelqu'un qui vient vous brouter votre herbe ? Parce qu'il y a ça aussi. La médecine, c'est un métier défensif. C'est un métier défensif, pourquoi ? Parce qu'on est formé dans l'idée que si on fait une erreur, les gens mourront. Ce qui est exactement l'inverse du pendant de toute puissance, qui est « je sauve des vies ». Non, c'est pas vrai. L'immense majorité des médecins ne sauvent pas de vie et ne font pas mourir les gens. Ils aident les gens à aller moins mal. Vous voyez, redéfinir le soin comme « attends, je ne sais pas si je vais te sauver, mais je peux au moins t'aider à aller moins mal ». C'est très important ça déjà. C'est ce qu'on appelle des objectifs réalistes. C'est quand quelqu'un veut perdre 30 kilos, on ne lui dit pas « faut que vous perdiez 30 kilos ». Non, on dit « écoutez, on va essayer de perdre 500 grammes par semaine, ou 500 grammes tous les 15 jours. Puis 500 grammes tous les 15 jours, vous allez voir combien ça va faire à la fin de l'année. Puis s'il y a une quinzaine, vous ne perdez pas vos 500 grammes, c'est pas grave, les autres, vous les avez déjà perdus.
Ça, c'est des objectifs réalistes. Et pour les soignants, c'est pareil. Il y a une sorte de surenchère, de survalorisation de ce que les médecins font, qui leur fait perdre absolument toute commune mesure sur ce qu'on a besoin de délivrer effectivement au quotidien aux gens. Non, on n'a pas besoin de sauver tout le monde d'une... Comment dirais-je d'un choc hémorragique après un accouchement. Non, on a besoin de faire en sorte que les femmes enceintes, elles soient plus confortables, qu'elles se fassent moins de soucis pour des trucs qu'ils ne méritent pas, qu'elles ne se fassent pas angoisser par tout le monde, qu'elles aient du repos quand elles en ont besoin. Mais on n'a pas besoin de se dire, oh là là, si je ne surveille pas l'accouchement à chaque minute, elle va me faire une hémorragie de la délivrance, elle va mourir. Wow, attends. Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive, mais elle peut aussi sortir avec son bébé et se faire heurter par l'autobus. Hein. Je veux dire, vous voyez, c'est ça aussi, c'est changer cette idéologie selon laquelle les médecins, c'est forcément les sauveurs de l'humanité. Non. Bon, alors ça, c'est un autre boulot. Ça nécessite une prise de conscience importante de la part des gens qui forment les médecins, mais aussi de la part de la population. Et quand à l'Université de Montréal, on introduit des patients comme référence, ça change les choses. Ou comme à McGill, il y a un entretien de recrutement des étudiants en médecine. Alors ils sont recrutés sur dossier, et puis ils sont recrutés aussi en particulier sur entretien. Et l'entretien est mené par un médecin et un patient. Bon, c'est un début, c'est pas suffisant, mais voilà le genre de choses qu'on peut faire. Mais il faut voir grand, quoi. Il faut à la fois faire des petites interventions qui sont des interventions ponctuelles. En France, l'autre jour, j'ai été dans 2 associations de médecins qui se préoccupent beaucoup du bien-être des étudiants, dont une association étudiante, qui se préoccupe aussi beaucoup de faire des simulations avec des étudiants dans le rôle des patients pour leur apprendre ce que c'est que d'être dans les chaussures du patient. Et ça change leur perception. Ça change leur perception. Donc, à mon avis, tout est valable. Mais ça va demander du temps. Oui. 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 Jasmine, je t'en prie, Jasmine. Tu signales, je trouve ça intéressant que tu signales les émotions comme étant un conflit d'intérêt, étant une manifestation de conflit d'intérêt. Par contre, pour être capable d'avoir des aptitudes relationnelles appropriées, empathie, altruisme, on a besoin des émotions. Oui. Et les émotions sont souvent ce qui vont être le signal, qui vont nous signaler qu'on a un problème d'éthique. Oui. Comment... Il faut au moins être conscient de tout ça. Comment on peut gérer ça? Alors, comment on peut gérer ça? Je pense que comment on peut apprendre à gérer ça? Je pense qu'il y a des techniques pour apprendre à gérer ça. Moi, j'ai bénéficié d'une technique qui était une technique informelle, qui s'appelle un groupe Balint. Un groupe Balint, c'était un groupe de parole de médecins qui se réunissait une fois par mois. Et pendant ce groupe de parole qui durait 2 heures, il y en avait 2, 1 heure chaque, qui racontaient une relation avec un patient qui était pour lui conflictuelle ou problématique. Pas sur le plan technique, sur le plan émotionnel. Et on apprenait que, premièrement, tout le monde avait les mêmes problèmes, que tout le monde avait les mêmes conflits d'émotions. Un conflit d'émotions, un conflit d'intérêt émotionnel, exemple, ce vieux monsieur qui a 80 ans, que j'aime beaucoup, qui est une sorte de grand-père symbolique, que je reçois depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans, à qui je prescris son traitement de poudre de perlimpinpin tous les 3 mois, arrive en me disant « Je tousse. Docteur, pouvez-vous me faire passer une radio ?» Je l'envoie à la radio revient, il a un cancer du poumon, je ne sais pas comment le lui annoncer. Voilà. C'est, le médecin, il est dans l'empathie, mais il a un conflit d'intérêt parce que, est-ce que je lui annonce, est-ce que je le ménage, comment je lui dis, qu'est-ce que je lui donne comme option? Tu vois ce que je veux dire? Ces émotions, en même temps, le servent pour le soigner, mais en même temps, provoquent chez lui quelque chose qui est de l'ordre du dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui va, moi, me mettre en difficulté par rapport à lui, alors que je veux garder la même bonne image, etc., etc. C'est des choses très subliminales, c'est des choses très fines, mais c'est des choses qui existent tout le temps. C'est dans le domaine, et moi j'y ai été confronté à de nombreuses reprises, dans le domaine de la gynécologie, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'étais bien obligé de me rendre compte que je gardais plus longtemps
les femmes qui venaient me voir et que je trouvais, entre guillemets, sympathiques. Parce que j'avais envie de rester plus longtemps avec elles. Quand j'ai commencé à me faire cette réflexion, là, j'ai interrogé, mais tout ça, c'est émotionnel, c'est pas professionnel, c'est pas technique. Tu as un visage que tu trouves joli devant toi, tu as envie de la garder, alors tu la gardes un peu plus longtemps. Tu discutes, tu parles littérature, cinéma. Oui, mais je la soigne plus, là. Je me fais plaisir, je la soigne plus. Et c'est des choses, alors, c'est des choses qui ne sont jamais abordées en médecine, en formation médicale. Le rejet, enfin le dégoût, et le désir et le dégoût font partie inhérente, objective, tout le temps, de la manière dont le médecin regarde le patient. Ce sont des sujets qui ne sont jamais abordés. Il faudrait déjà les aborder pour dire c'est normal que vous ayez du désir, c'est normal que vous ayez du dégoût, et si vraiment ça vous pose des problèmes, il faut travailler dessus. Et il y a tel et tel type de techniques qui peuvent se faire. Mais si on n'aborde pas le sujet, si on leur dit non, vous gardez vos émotions pour vous, il faut être empathique, mais vous gardez vos émotions pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle une double injonction. Tu ne peux rien en faire. Tu ne peux être que dans le conflit. J'ai des sentiments, mais il faut que je les garde pour moi. Ben non. Alors, Je veux dire, un thérapeute, par exemple, il a toujours un thérapeute a un contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ou d'un mois, il va voir son contrôle et puis il lui parle des patients avec qui il a eu des difficultés. À mon avis, tous les professionnels de santé devraient avoir des lieux de parole dans lesquels ils peuvent exprimer leurs difficultés. Je pense que ça devrait faire partie intrinsèque, non seulement de la formation, mais de la formation continue des professionnels de santé. Parce que autrement, ils souffrent, il y a du burn-out, etc., et ils ne peuvent pas eux-mêmes se soigner. Mais si on ne soigne pas les soignants ne peuvent pas soigner. Si on n'évite pas aux soignants de souffrir, les soignants ne peuvent pas soigner. Et il y a des gens qui se débrouillent. Je ne dis pas que c'est indispensable de le faire comme ça. Il y a des gens qui se débrouillent tout seuls, sous diverses formes. Mais je pense que ça devrait au moins être proposé à tout le monde. Et tout le monde, enfin je veux dire, c'est aussi une manière de ne pas rester isolé. C'est aussi une manière de partager des dilemmes qui sont des dilemmes collectifs et à ce moment-là de prendre des décisions collectives. C'est le grand problème de la profession médicale, c'est son clivage, c'est le fait que beaucoup de médecins restent isolés. Même quand ils travaillent dans une équipe, parce qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Dans une équipe, un professionnel qui perturbe tout le monde parce qu'il est insultant, il est irritable quand il est en salle opératoire, il engueule les garçons, il pince les fesses des filles, etc. Ça perturbe tout le monde. Si on ne peut pas dire « ah ben non, ça il faut que ça s'arrête » et on fait quelque chose, eh ben, il va perturber le fonctionnement du service pendant des mois, des années. Je veux dire, moi, en ce moment, on est en train de voir, heureusement, en France, donc ça bouge, on est en train de voir des équipes qui disent non, celui-là, il nous pose des problèmes, on veut que ça s'arrête. Et jusqu'à présent, c'est des trucs qu'on n'abordait pas. Donc je pense que c'est ça, l'une des choses, c'est au moins aborder le sujet en disant, c'est un sujet important, vous allez avoir de la sympathie pour certaines personnes, voire même du désir, vous allez avoir du dégoût ou du rejet pour d'autres personnes, et puis il faut travailler là-dessus, parce que vous êtes censé soigner tout le monde de la même manière. Vous n'êtes pas là pour avoir du plaisir. Vous êtes là pour avoir le plaisir qui vient du fait de soigner, mais vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir. Vous voyez, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, allez-y. C'est correct. Ça doit rentrer. Moi, je suis infirmière. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Je voudrais revenir sur le premier petit dessin de départ que vous avez fait. Parce que moi, ma pratique puis, de recherche aussi, c'est en santé communautaire. Fait que les patients ne sont pas en train de gicler de sang puis ils vont mourir dans l'instant, là. Ils vont relativement bien, mais on est beaucoup empreint par le discours en santé publique des patients vulnérables et leur vulnérabilité. Fait qu'on les voit comme ça dans un trou. Puis moi, dans ma pratique, j'ai commencé à me questionner quand j'étais patiente d'une sage-femme. Et la manière de soigner des sages-femmes est très différente. Vous parliez au début des définitions, là. Je crois que même à l'intérieur des autres professions, il n'y a pas juste la définition du soin chez les médecins puis chez les autres professionnels, mais celle des infirmières et des sages-femmes diffère en beaucoup de points aussi. Et être patiente d'une sage-femme, ça l'a transformé comment je voyais le soin avec les patients.
Puis moi, dans ce dessin-là, après ça, après mon expérience de patiente avec une sage-femme, je le voyais vraiment différemment. Fait que juste le fait que le patient est dans un trou, puis que le soignant il est en haut, il est sur son piédestal. Puis ça devient difficile de faire un rapport, d'établir un rapport égalitaire quand on se voit déjà comme quelqu'un qui aide l'autre, mais qu'on n'a rien à recevoir ou rien à apprendre. Ensuite, il y a le savoir. Vous parliez surtout du savoir du soignant. Fait que c'est comme si la boule, ça lui appartient. Le levier lui appartient aussi. Finalement, la famille puis les amis, on les retrouve plus vraiment dans vos autres diapositives. Puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi leur rôle. Fait que moi, après ça, après mon expérience de patiente, j'ai comme vraiment plus travaillé avec ce qu'il y avait autour. Mais en tout cas, je voyais certaines problématiques par rapport à ça. Puis je me demandais aussi pourquoi vous aviez choisi spécifiquement de parler des médecins. Alors, je vais répondre à cette question maintenant. Ouais. J'ai choisi de parler spécifiquement des médecins parce que je suis médecin et que c'est ce que je connais le mieux. OK. Et je pense que c'est aussi comme dans beaucoup de pays développés, les médecins sont au sommet de la hiérarchie professionnelle. Ce qui est valable pour eux, c'est valable pour les autres aussi. Je veux dire, même si les problèmes sont moins intenses, ils existent également. Alors, pour revenir à ce que vous dites, le schéma, et c'est la raison pour laquelle je vous le donne, le schéma, ce n'est pas un schéma déposé, absolu et qui est totalitaire. C'est un schéma qui permet de penser. Et ce que vous faites là, ce que vous me dites, c'est exactement ce que j'espère que les gens vont faire avec ce schéma. C'est-à-dire que c'est un schéma qui doit être adapté aux situations. C'est un schéma à partir duquel on peut effectivement se dire, bah oui, mais des fois, on n'est pas dans un trou. Si on fait de la prévention, on n'est pas dans un trou. On est dans l'échange de savoir, par exemple. On est dans le partage. Moi, j'ai représenté ça de manière schématique, vu du point de vue des médecins. Mais vous avez absolument le droit de le voir autrement et de prendre le schéma, de l'utiliser à votre manière à vous, en faisant des comparaisons et en l'adaptant à tout ce que vous voulez. Donc, ce que vous me dites ne me choque pas du tout. C'est absolument partiel. Hein. C'est pas destiné à être représentatif de toutes les situations. Par exemple, en ce qui me concerne, comme médecin de santé des femmes, moi, j'avais jamais l'impression que les femmes étaient dans des trous. Elles étaient de l'autre côté de la table, elles me disaient « j'ai besoin de ceci, de ceci, de cela », et moi, je mettais les choses sur la table et je les laissais choisir. Ce que j'ai représenté là, c'est une représentation absolument, vous avez raison, caricaturale, parce que dans beaucoup de situations, en fait, les gens ne sont pas en difficulté. Ils viennent vous demander de les aider à faire des choix de vie, par exemple, ou vous leur proposez des méthodes, ou des moyens, ou des techniques pour améliorer leurs conditions de vie. Puis ils choisissent de les prendre ou pas de les prendre. Ça, c'est leur droit. Mais vous avez raison, ils ne sont pas forcément en difficulté. Ce qui est intéressant, si je peux me permettre, dans le commentaire que vous venez de faire, madame, c'est en fait que votre regard sur la philosophie du soin ou l'offre de soins s'est amorcé, pas quand vous êtes devenue infirmière, mais quand vous avez été vous-même en position, peut-être pas d'être dans le petit trou, mais dans cette position vous avez vu une autre relation de soins que celle que vous exercez. Et c'est ce qui vous rend aussi critique devant ce patient dans le petit trou. C'est en soi, ça, ce qui vient de se jouer là, je trouve un bel atelier dans une classe d'étudiants, en mettant juste ça, puis en disant, ça c'est qu'est-ce qu'on pourrait dessiner d'autre comme histoire? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de... Comment on fait pour enseigner à être bienveillant plutôt que malveillant? C'est toute une construction de petites choses. Vous l'avez dit, ce sont des compétences. C'est vrai qu'ici, on a amélioré certaines méthodes d'enseignement. On a beaucoup de chemin à faire encore. Et je fais un peu un pont avec ce que Jasmine disait sur les émotions. C'est vrai que dans les classes, il y a très peu de travail du genre de groupe Baline, il y a très peu de cet espace de discussion pour devenir critique, pour chercher à faire sens dans les interventions et revenir à une de vos premières diapos
qu'est-ce que c'est que prendre soin, juste cette définition-là, les deux que vous mettez en dialogue, en fait, c'est intéressant parce que déjà là, on voit celle du docteur qui dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien vous offrir? Voici, j'ai un diagnostic et je prescris. Et l'autre, c'est, est-ce que c'est ça qui va vous faire du bien? Et le médecin, lui, peut être tout à fait satisfait de ce qu'il a fait, pas voir qu'en fait, ça n'a pas répondu aux besoins. C'est intéressant comme question, je trouve. Pour répondre aussi à ce que vous disiez à propos de la famille, alors j'essaye de développer mon petit schéma différemment selon le sujet que j'aborde. Mais effectivement, il y a eu des versions où je ne parlais pas de la maltraitance, où je parlais de qu'est-ce que c'est que soigner, où je développais la famille et les amis. Alors je les ai laissés sur la diapo pour bien dire qu'il n'y a pas que le médecin. Donc vous avez raison, il y a des tas de situations dans lesquelles l'interaction de toute la communauté ou d'une communauté rapprochée est très importante dans le soin et ce n'est pas forcément le médecin ou le professionnel de santé qui a le rôle principal. Oui. Moi, j'aimerais aborder un autre point. Je suis ergothérapeute, mais j'ai été pendant 6 ans préposée dans le milieu communautaire auprès d'enfants polyhandicapés. Puis, moi, ce que je remarque qui est un gros facteur de maltraitance, c'est le fait que les soignants, des fois, sont surchargés, ont trop de patients. Puis aussi, l'habituation, c'est que quand on commence, on est jeune, un enfant qui pleure, ou que ce soit un enfant ou n'importe quel patient qui pleure, qui souffre, ça va beaucoup venir nous chercher, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, l'impact émotionnel n'est plus du tout le même. Puis à un moment donné, ça combiné à la fatigue, combiné à des pressions du milieu, moi j'ai l'impression que c'est un facteur majeur. Alors ça, vous avez absolument raison, c'est pour ça que j'avais mis restriction budgétaire, mais j'aurais pu mettre pression de travail. Pour moi, je l'ai un peu, je vais le rajouter. Inutile de vous dire que je vais modifier ma présentation, c'est-à-dire par exemple la diapo où il n'y a pas de trou, je vais l'introduire maintenant. Non, mais si, parce que vous avez absolument raison. Et si pour vous c'est pas évident, alors que moi ça l'était, il faut que je la mette. Mais pour revenir à ce que vous disiez. Tout ça, c'est multifactoriel. Et bien sûr, il y a des facteurs qui sont des facteurs institutionnels et systémiques. J'ai choisi de m'occuper essentiellement des facteurs individuels. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a au moins, on n'a pas toujours du pouvoir sur le système, on a au moins du pouvoir sur ce qu'on peut faire soi. Et je pense que c'est vrai que les conditions de travail ont un effet délétère sur l'empathie. Ça, les Américains, ils vous décrivent ça très bien. Ils disent l'empathie des étudiants en médecine diminue à partir de la 2e année. À partir du moment 2e année à l'hôpital, leur empathie diminue. Ça se teste. Hein, ils le savent. Alors, il faut savoir pourquoi. Il y a plusieurs types de facteurs. Il y a l'habituation, il y a la fatigue, il y a l'angoisse, il y a les pressions qui sont exercées par les pairs, etc. Il y a les nuits sans sommeil, il y a 50 000 trucs. Et ce ne sont jamais que des êtres humains. Donc ce qui est vrai pour les étudiants en médecine est vrai pour tous les professionnels de santé, a fortiori pour ceux qui travaillent dans de moins bonnes conditions. Ce qui est le cas des préposés. Néanmoins, je pense que l'une des exigences que tous les professionnels de santé devraient avoir, collectivement et individuellement, c'est de pouvoir s'organiser pour dire nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions parce qu'il y a de la souffrance individuelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité personnelle à dire moi je ne veux plus travailler dans ces conditions. Et je vais chercher les moyens qui sont à ma disposition pour le dire, pour le faire entendre et pour ne plus travailler. Ce n'est pas toujours possible. Mais au fond, il faut se poser la question. C'est-à-dire ne pas attendre, je crois que c'est très important de ne pas attendre seulement de l'institution qu'elle change. Parce que l'institution, elle change parce que ses membres changent et font pression sur elle. Autrement, c'est un peu comme les ouvriers qui travaillaient à l'époque où il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de convention collective. C'est parce que les gens se sont organisés en syndicats et ont fait pression collectivement que les structures ont créé des conventions collectives et des conditions de travail. C'est pas parce que les patrons, dans leur magnanimité, ont dit « Ah ouais, ces pauvres gens... Non, c'est toujours venu de la base. Et ça vient de la base quand les individus ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose collectivement. Donc c'est pour ça que je présente ça de ce point de vue-là. Mais vous avez absolument raison. Les conditions de la maltraitance, c'est pas seulement les individus, c'est aussi les conditions dans lesquelles ils exercent.
Ben, on a tout de même vu récemment une réorganisation magistrale dans le réseau de la santé québécois qui fait en sorte que Qui aggrave les choses. qu'il y a eu un pouvoir descendant et qui a écrasé la parole, qui a écrasé l'émotion, et que s'il y avait un peu ce genre d'habituation à la maltraitance, peut-être pas à la maltraitance, mais il y a une perte d'ouïe, l'enfant pleure, on l'entend moins, on le regarde moins, puis on passe à un autre parce qu'il faut passer à un autre. Donc, il y a eu cette étape-ci dans l'histoire de notre réseau de santé, là, exige qu'on soit vigilant, encore plus, et critique, mais en même temps, ça vient tout de même de se passer. Là. Ça vient tout de même de se passer. Là. Il ne faut pas attendre d'en haut qui nous aide à monter. Ça fait partie d'une lutte sociale. Hein, ça fait partie d'une lutte sociale. Ouais. Mais les luttes sociales, c'est aussi des individus. Donc, il ne faut pas arrêter de s'indigner. Donc, il ne faut pas arrêter de s'indigner. Individuellement et collectivement quand on peut. Donc l'émotion n'est pas un conflit d'intérêt. Non, c'est pas l'émotion est un conflit d'intérêt, c'est l'émotion peut être source de conflit d'intérêt. Elle n'est pas un conflit d'intérêt en elle-même. Il faut que les émotions soient là. Merci beaucoup, merci de votre attention. Merci beaucoup.